Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du spécial du gérant, toujours présenté par mes amis du Midway ainsi que le Miller qui a maintenant une terrasse, juste terrasse intérieure sur Atateken, bar sportif, et le Marion. Mais de toute façon, je reviens là-dessus un peu plus tard. Mon invité est un grand démissionnaire d'un projet qu'il a fait pendant 9 ans. On se demande, mais voyons, on pensait que ça allait être éternel. Simon-Olivier Fecteau. Salut Simon. Hey, salut. Ça va? Ça va bien, toi? Écoute, on va procéder à l'inverse d'un ordre chronologique. C'est-à-dire que je veux qu'on parle vraiment de fond en comble de c'est quoi être le grand Manitou des bye-bye. 9 ans de temps que tu as fait ça. Ouais. Et on va aller jusqu'à quand tu as commencé au tout début, les chicks, etc. Il y a plein d'affaires que moi-même, je ne suis pas trop au courant. OK, bien super. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu t'es dit, c'est terminé, moi, les bye-bye, je les ai fait 9 ans de temps et voilà, c'est fini. Ça fait environ, je te dirais, 5 ans que à chaque année, je trouve ça super le bye-bye. C'est vraiment une belle émission qui rejoint tellement de monde. Ben, je me trompe-tu ou c'est chaque année l'émission la plus écoutée de l'année? Oui, Hein, absolument. on parle de quasiment Puis- 3 millions overall. non, plus. Plus que ça. 4, des fois 5. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est du monde. Là. Puis c'est, en fait, je pense que c'est l'émission la plus écoutée au Canada, tout court. Ouais. En dehors Ouais, du ça ferait Québec du sens. francophone. Puis, mais c'est sûr qu'il y a une pression absolument énorme avec ça. Mais moi, mon cheminement de carrière, puis peut-être on va en parler après, mais j'ai tout le temps fait des projets personnels où j'écrivais, je jouais, je réalisais, puis c'était un peu mes affaires. Puis là, le bye-bye, c'est un peu une commande qui est vraiment super, vraiment une belle commande. Mais on dirait que j'avais le goût, on dirait qu'il était temps que je revienne à des projets qui me ressemblaient plus. OK, Fait que c'est un peu ça le fond. C'est une décision créative. je te suis. Parce que c'est sûr que, tu sais, financièrement, c'était très intéressant comme deal. Je travaillais comme 5 mois par année, mettons, puis je faisais mon année. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est pas éparpillé pendant toute l'année? Mais oui, là, dans ta tête, c'est sûr que t'es pas libre dans ta tête. Là. Ouais. Tu prends des notes, il y a quelque chose qui se passe, Ouais. mais le vrai travail, c'est sur 4 mois, puis je te dirais que ça me prenait 2 semaines à 1 mois m'en remettre, parce que c'est tellement intense que tu n'uses pas le 2 janvier, là, tu ne recommences pas sur un autre projet. Là. Puis c'est-tu un classique que comme à l'école, quand on étudie à la dernière minute, là, c'est-tu un classique que le dernier mois, tu t'en sors pas, même si tu pourrais dire on a eu plein de jus d'actualité ou autre, le dernier mois, c'est sûr que ça va être. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Les 2 derniers mois. Les 2 derniers mois. Ben, parce que tu commences à tourner autour de mi-novembre. À partir du moment que les tournages embarquent, mais ça devient beaucoup plus prenant physiquement, parce que les tournages, c'est long, c'est de l'énergie. Puis en même temps, tu continues à écrire. On a une équipe, évidemment, mais tu continues à écrire pareil. Moi, j'avais Maxime Caron à la script édition, mais on continue à travailler ensemble. Puis là, les tournages embarquent, puis là, le montage embarque. Puis là, tout embarque en même temps. Fait que dans ma position, ça devenait que, tu sais, c'est sûr que moi, puis mon partner dans tout ça, à travers les années, ça a été Guillaume L'Espérance, producteur, produit Tout le monde en parle, entre autres. Mais les deux ont cassé à peu près en même temps. À peu près à mi-décembre, on arrête de dormir. Ah, pas vrai? Ouais, OK. des cauchemars, toutes sortes d'affaires pendant une couple de jours. Puis moi, mi-décembre jusqu'à fin décembre, mes nuits sont extrêmement... c'est que tu dors 3 heures, ou tu dors par shot de 1 heure, puis tu te réveilles, tu te réveilles. Tu sais, beaucoup de pression. C'est intense. C'est intense. C'est quoi comment tu deals avec le commentaire, aussi bon ou moins bon soit-il? Écoute... Parce qu'il vient pas de la même place, il vient de tes proches, il vient de des collègues, Ouais. il vient du public, il vient du monde que tu recroiseras jamais de ta vie, mais que tout le monde a un avis. Ouais. C'est assez spécial. Là. Ça ressemble aux Canadiens. Ça ressemble aux Canadiens pas mal. Ça ressemble pas mal aux Canadiens. C'est-à-dire que ça brasse. C'est un sport c'est un sport extrême, là. Fait que, tu sais, je m'amuse à dire que c'est les ligues majeures, là, dans le sens que les gens s'approprient le bye-bye, puis c'est extrêmement personnel pour eux autres, puis c'est leur jour de l'an. Puis on a développé on a créé cet événement-là depuis 50 ans. Ça fait partie de la culture. C'est l'hiver, il fait frais dehors. Le monde se voit en famille. On va écouter le bye-bye. Fait que si tu scrapes un peu le party le jour de l'an, ben, tu le sais le lendemain, là, ou puis dans les prochaines semaines. Fait que des messages de marde, là, j'en ai reçu tellement. Mais que tu reçois où? Ben, surtout, écoute, avec les réseaux sociaux, l'accès est facile. Ouais. Fait que ce soit sur Facebook, Instagram, sur Twitter. Mais en message privé ou un post sur ton... Beaucoup sous les posts, la majorité sur des posts, mais quand même, je sais pas, moi, 100, 200, 300 en message privé.
ou plus. Avec une majorité négative dans ce temps-là? Non, depuis plusieurs années. Non, je parle pas du message en général, mais ceux qui s'en vont privé. Ceux qui s'en vont privé, il y en a eu des messages négatifs, vraiment négatifs. Il y en a une couple au privé de trucs que je me dis, mon Dieu, que les gens... C'est important pour eux autres, ce show-là, parce que jamais je prendrais le temps d'écrire ça à quelqu'un. Je comprends. Tu sais, à moins, je sais pas, je me fais voler 10 000 $, là, mon Oui. Mais là, c'est comme, hey, toi, le bye-bye, même agressivité que si j'avais fait quelque chose de personnel à ces gens-là. Là. Réponds-tu? À un moment donné, il y en a trop, fait que tu réponds pas. Ben, c'est juste, c'est pas le temps. Il faudrait que je perde comme une semaine à temps plein à répondre à chaque personne. Mais il y en a une couple que je réponds. OK. Juste parce que on dirait que... Puis les réseaux sociaux, j'ai un drôle de rapport avec ça. Mais on dirait que j'aime traiter les gens comme je les traiterais dans la vraie vie sur les réseaux sociaux. Fait qu'utiliser des mots, des expressions, ou être condescendant, ou être méchant... Je ne veux pas faire ça avec les gens en discutant. Mais les gens ne se rendent pas compte quand ils communiquent avec peut-être une personnalité publique ou ils communiquent avec... Tu sais, tu as sûrement... Tu es dans le public depuis longtemps, tu as dû en recevoir de toutes sortes. Mais ils ne se rendent pas compte que je suis juste quelqu'un pareil comme eux autres. Pareil. C'est juste que ça donne que mon métier est un peu plus public. Mais quand je le reçois puis je reçois un commentaire de marde, ben je dis c'est ça. Fait que de temps en temps, je réponds. C'est quoi la mécanique de choix de ce que tu vas parler? Bien, c'est sûr que... Et j'aimerais que tu inclues les gens qui sont impliqués dans ça aussi. Mais regarde, dans le fond, le bye-bye, ça a été piloté par moi et Guillaume L'Espérance, qui est producteur. Oui. Puis c'est important de le mentionner. On fait une équipe de 2 dans les décisions, toutes les décisions importantes. Tu sais, je te dirais qu'évidemment, il est producteur, il y a un plus gros... dans la prod, il est plus impliqué dans la prod, puis moi, je suis plus impliqué dans le créatif, mais finalement, on se rejoint, puis les décisions importantes, on les prend ensemble. Autour de la table avec les auteurs, et on est 6 auteurs, fait que c'est sûr que tout est filtré à travers là. Qu'est-ce qu'on va écrire? On a un autre producteur qu'on mentionne jamais, mais qui est Christian Ménard, qui amène beaucoup son input sur qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'on devrait dire, quoi que ce soit. Puis mon script éditeur, notre script éditeur, Maxime Caron, depuis des années. Il y a eu d'autres gens, mais Maxime a été celui qui en a fait le plus. OK. Fait que lui, puis moi, on fait un team créatif. C'est-à-dire que les auteurs, on écrit les textes, puis après ça, c'est filtré ou script édité par Maxime et moi. Puis on passe à travers tout ensemble, chaque virgule, chaque mot, chaque affaire. Où est-ce que le diffuseur intervient? Le diffuseur, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit... On a 2 rencontres principales avec le diffuseur par rapport au texte. Il va en avoir plus de rencontres, mais mettons 2 rencontres de texte. Il y en a une à la fin octobre, puis une à la fin novembre. Puis moi, mon but, ça a toujours été de présenter à peu près 20 textes par rencontre. Là-dessus, on va en couper, on sait qu'on va en couper. Quand tu dis 20 textes, c'est 20 sketchs, non? 20 sketchs, oui, excuse-moi. 20 sketchs. 20 sketchs par mois. Puis pour se rendre à ces 20 sketchs-là, on a peut-être écrit 50. OK, quand même. On a coupé 30 déjà. Puis on va en aller 20. Puis là-dessus, on va en couper 6, 7. Puis là, après ça, on va aller 20 autres. Puis on va en couper encore un autre. Puis là, il va rester 24, 25, 26 sketchs selon les années. Pourquoi ce choix de pacing-là? Tu aurais pu décider d'avoir des blocs plus longs ou plus courts? Ben, écoute, on a tant de minutes en ondes. Puis un sketch, c'est une moyenne. Tu sais, au début, honnêtement, la première année, tu sais, on a Louis Morissette qui nous a légué, passé dans le fond le show. Puis c'est sûr que la première année, combien de sketchs, combien de temps, c'était tout à tâtons. À tâtons, là, c'est comme à peu près ça. On en tourne plus que moins, évidemment. On peut manquer de temps. Mais là, plus ça allait, plus on connaissait notre show, plus on sait les éléments que ça prend, plus etc. Fait qu'à peu près, mettons, si on en tourne 27 sketchs, là, on va couper 3-4 au montage. Fait que ça, c'est ce qui est présenté à Radio-Can. Ça, ce qui est présenté à Radio-Can. En bout de course. Moi, en mi-course d'écriture, puis à fin de course d'écriture, mais fin de course, on continue à écrire jusqu'à mi-décembre, mais je te suis. En gros. Bon. Puis, leur input, il se situe à quel niveau? Leur input, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas les textes par courriel. On ne dit pas « voici 20 textes ». Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rencontre et on leur lit les textes. OK, tu fais une lecture. Super important. Ah bon? Parce que ça donne le ton. Parce que sur papier, il y a des choses que tu peux lire que dans ta tête, si tu l'entends autrement, si tu entends la musique autrement,
ça veut littéralement dire autre chose. Plus gentil, plus méchant. C'est-tu particulier à l'humour, tu penses? Je pense que oui. Je pense que c'est plus que l'humour. Je pense que tu vas pas lire une dramatique, là. Mais je pense que l'humour, c'est important. Surtout pour un show comme ça, où que l'interprétation est comme vraiment importante, plus qu'une série hebdomadaire. C'est pitché comment, là? Ben, c'est ça. Fait qu'il y a moi et Maxime, finalement, qu'on lit tous les textes. OK. Vous prenez tous les personnages? On prend tous les personnages, on lit c'est pas grave, les imitations à ce moment-là, mais tant que l'énergie du texte sorte dans le bon sens. OK. Puis eux, leur input, c'est qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. C'est sûr qu'à travers les années, il y a une belle complicité qui s'est développée. Fait qu'on s'entend, c'est-à-dire qu'il y a une belle confiance de Radio-Canada qui nous ont donné, ils nous ont vraiment donné confiance, fait confiance. Fait qu'il y avait moins de questionnements sur des trucs, mettons, s'il y a des trucs qu'ils comprenaient moins ou qu'ils approuvaient moins, ils nous laissaient faire parce que... Donc, dans le doute, c'est toi qui gagne. Ben, si, mettons, on décidait de se battre, tu sais, tout le temps, il faut choisir ses combats. Si on décidait de se battre pour un texte, probablement qu'on gagnerait parce qu'on a un beau rapport de confiance entre Radio-Canada et Guillaume et moi, tu sais, et l'équipe du Bye Bye. Ouais. Alors, probablement, à moins que ce soit quelque chose d'extrêmement... Mais tu dis probablement parce que ça n'a pas eu lieu d'être. Mais ça n'a pas eu lieu d'être qu'il y a eu un texte qu'on voulait vraiment qu'il soit en ondes. Puis qu'il voulait vraiment pas. Voulait vraiment pas. OK, je comprends. Fait qu'il y a eu des textes... C'est souvent des consensus. Ouais, genre, t'as raison. T'as raison. Tu sais, on ne tient pas de temps ou quoi que ce soit. Fait qu'il n'y a jamais eu de texte. Tu sais, une année, c'est drôle parce qu'il y a un de mes plus grands regrets du Bye Bye, c'est... On avait un texte, tu sais, l'anneau à Montréal qui a été de 5 millions. Là. L'anneau au centre-ville, à la place du Marie? Oui. Ben, l'année de l'anneau... C'est déjà drôle quand tu... L'année de l'anneau, il y a eu un genre de scandale sur les réseaux sociaux avec la fille de l'UQAM, Hélène Boudreau, qui a un truc de gummy bear qu'elle s'insérait. Oui. Oui, puis là, ça est devenu viral, puis tout ça, là. Fait qu'elle s'insérait, pour ceux qui ne savent pas, dans le postérieur. Ouais. Puis c'est ça, sur son OnlyFans, quoi que ce soit. Puis on avait j'avais écrit un sketch que soudainement, dans Montréal, il y avait c'était comme un preview de film de science-fiction. Puis soudainement, dans Montréal, il y avait des gummy bears géants qui se déplaçaient. Puis il y avait des trucs géants qui apparaissaient. Puis on se rendait compte, là, il y a un scientifique qui se rendait compte qu'il y avait un tunnel spatio-rectal entre l'anneau de Montréal puis l'anus de la fille de l'UQAM. Oui. Fait que tout ce qu'elle se mettait là, ça revenait en géant dans la ville. Oui. OK? Fait que moi, ça me faisait vraiment, vraiment rire. Ça faisait vraiment rire le monde autour de la table. On se disait, Radio-Canada. C'est la même mécanique que le film La Machine à voyager dans le temps. Pas l'original, mais il y en a un autre. Genre. C'est comme un cercle. Oui. Oui. Il y avait pas un pour nom. mettre des plus belles images. Oui, c'est ça. Fait qu'on avait tout un sketch là-dessus. OK. Puis je regrette parce qu'à chaque fois qu'on regarderait l'anneau maintenant, on penserait à ça. Direct. En tout cas, ça me brise le cœur. Et puis, on va, tu sais, dans ma tête, je dis, Radio-Can accepteront jamais ça. Ouais. Puis ils ont accepté. Pour vrai. Ils ont accepté. OK. Puis la raison qu'on l'a pas faite, c'est parce que Patrick Huard avait aucune idée c'était qui la fille de l'UQAM. Ah. Puis qui allait jouer dans le sketch. Puis là, j'ai eu un doute. Je dis, ça, on est en train de faire un sketch sur un rectum connecté à un anneau de Montréal. On est mieux de viser large. Je me dis, peut-être que c'est juste entre nous, puis que nous autres, on trouve ça bien drôle. Mais finalement, je pense qu'on aurait dû le faire. Je pense qu'il y avait assez de monde. Fait que c'est toi qu'un bout de ligne t'a dit, c'est trop pointu. Ben, finalement, on a fait un truc sur la vache, là, je pense. Là. Il y avait une vache. Les vaches dans le village là, qui s'étaient évadées, des vaches sauvages. Pas sauvages, là. Oui, l'année du scandale, je me souviens plus des noms, là. C'était pas Notre-Dame de Lourdes, c'était où donc? En tout cas. Ah, puis ils savaient pas comment la pogner, parce qu'effectivement, une vache dans une forêt, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Il y avait, je pense, un troupeau de vaches qui s'était sauvé. Oui. Mais, puis la mairesse, en tout cas, on a fait un sketch avec ça, à la place qui était une nouvelle plus récente, puis tout ça. Fait qu'on a scrappé l'autre, mais qui a été vraiment bon, mais c'est pas Radio-Can qui nous ont dit non. Alors que, il me semble qu'ils devraient dire non. Fait que c'est quoi d'abord? Parce qu'on a tout le temps l'impression que soit le diffuseur ou le légal, puis on va tomber dans ce volet-là, font en sorte que la version finale, c'est jamais celle que les auteurs auraient voulu. Donc, c'est une légende urbaine. C'est pas vrai. Écoute, c'est pas vraiment... C'est pas ce que tu décris, en tout cas. C'est pas ce que j'ai vécu. Tu sais...
Honnêtement, c'est une relation vraiment humaine avec des humains. Là. C'est comme si on se jasait, on fait un bye-bye, puis là, tu dis, ça... Le but n'étant pas de te castrer. Non, pas j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça, c'est sûr. Puis le légal, il intervient où? Intervient pour les trucs légaux. Parce que dans le dernier bye-bye, tu as carrément un sketch là, avec Boom, puis tu as l'avocat à côté de toi. Ah oui, c'est ça, mais ça, c'est comme une fabulation. Là. C'est pas le même. C'est jouer sur la légende urbaine. C'est jouer sur la légende urbaine. Dans le fond, ce que le légal fait, c'est de s'assurer que ce qu'on fait est légal. C'est-à-dire que s'il y a des noms qu'on utilise pour des personnages, que ce soit dans une nom fictif... Ça tombe-tu dans la diffamation, mettons? Exactement. C'est la diffamation. Est-ce que... Mettons, même si on rit d'une personnalité publique, si on disait que Justin Trudeau a eu un enfant illégitime, mettons, on invente ça dans le bye-bye. Ben là, c'est pas vrai pantoute, on n'a aucune preuve, mais là, ça, c'est de la diffamation. Fait que les avocats vont juste s'assurer que c'est pas diffamatoire, puis qu'on n'est pas en train de... Ça fait que c'est pas... ils sont pas dans le contenu. Non, c'est pas ce que j'appellerais les arbitres des élégances. Non. C'est pas genre ça se dit pas. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. OK. Il n'y a rien de ça. OK. Fait que... Pendant les 9 ans, tu n'as vu aucune... Il n'y a pas eu des modes où ce que tout à coup, peut-être plus frileux? Tu sais, on sent des pressions. La pression vient pas... On dirait que la pression vient de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des courants sociaux qui fait que tu dis « Oh shit, certaines jokes, ça, pas sûr qu'on peut faire ça cette année. » OK. Ça vient plus de l'extérieur que de l'intérieur. OK. Ouais, c'est ça la vérité. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas fait les bye-bye les plus chiens. Il y a eu des années plus crunchy que d'autres, là. Mais avec les années aussi, tu sais un peu plus où frapper, ou que c'est correct de frapper, ou que le monde a le goût que tu frappes aussi. Où est-ce que toi, tu signes personnellement le contenu pendant 60 minutes? Ce que je veux dire par là, c'est quand est-ce que tu dis ça me fait pas tant rire, mais manifestement, ça en fait rire d'autres dans l'équipe? Ouais. Ou c'est que, tu sais, comment tu bouges cette aiguille-là? Ben, c'est ça l'affaire. Puis je pense que ça fait partie des raisons pourquoi que j'ai le goût de faire autre chose. Pas parce que je suis vraiment choyé puis je suis constamment chanceux d'avoir fait le bye-bye aussi longtemps. Mais c'est que le bye-bye, c'est extrêmement commercial. C'est fait pour la masse. Puis il faut que tu mettes ton cerveau en mode masse. Puis ça veut dire n'importe quoi qui est fait pour la masse en général diminue le côté personnel ou le côté un peu plus « Hey, ces gens-là vont vraiment aimer ça, mettons. Ouais. » Tu sais, ton public qui tripe sur ça. Ben oui, mais là, on va parler de ça et aussi 50 autres affaires. Ouais. Fait que ça dilue. Veux pas, ça dilue. Puis si ça prend un peu plus... C'est le mandat, là. C'est le mandat. C'est le mandat. Il y a moyen de faire des bons bye-bye pareil. Tu sais, on a eu honnêtement des années avec des critiques incroyables, tant au niveau du public que des critiques. On a vraiment eu une belle réception. Mais ça reste que c'est un mandat qu'il faut que tu te mettes en mode large, tu sais. Fait que c'est ça. Faut que tu te mettes... faut que tu acceptes que c'est pour tout le monde. Puis si tu y vas d'après moi, si tu y vas avec un cerveau qui dit « Non, moi, je veux juste faire mon affaire. Ça va être ça le bye-bye cette année. » Ben, il y a 30% du monde qui vont t'adorer. Puis un 70% qui vont faire... Juste pas comprendre. Juste pas comprendre. Fait que tu dirais que tu signais personnellement... Quelle proportion d'un bye-bye? Ben, je dis que... Tu vas pas dire que tu n'aimais pas le reste, là. Non, mais je signe personnellement le bye-bye. C'est-à-dire que je me dis avec des plus, des moins. Sketch, je pense que ça marche plus. Ça, je pense que ça marche moins. Ça, écoute, je suis pas un gars de sport. C'est sûr que c'est pas mon sketch préféré. Mais en même temps... C'est incontournable pareil. Ben, c'est ça. Mais je signe la qualité du sketch. Je me dis, il me semble que c'est bien fait. C'est comme un saut de OK, je pense que le bye-bye, comme bye-bye, je pense que ça fonctionne. Je te suis. C'est sûr que c'est un gros travail d'équipe. Moi, j'étais le porte-parole. C'est sûr que oui, je suis là du début à la fin. Puis oui, ultimement, moi et Guillaume, on signait comme... Est-ce que tu tournes absolument tout? Tournes-tu tout? Chaque scène qu'on a vue, t'es là? Ou des fois, c'est genre... il y a quelqu'un qui est délégué pour aller faire la shot dans la rue. Salut tout le monde, une invitation à venir voir le spécial du Gérant live, 100% gratuit. C'est dans le cadre du festival Exclame Montréal du 20 au 23 mai à 17h, Formule 5 à 7. Et je reste avec vous autres les 4 soirs après pour jaser. On va être ici au Midway. Venez en grand nombre. À chaque fois que quelqu'un... parce que j'ai des co-réalisateurs, OK? Moi, j'en réalise une plus grosse partie, mais c'est juste physiquement pas possible de tout réaliser parce que les délais ne fonctionnent pas. Fait que mettons, les dernières années, j'ai Pascal Lheureux, qui est vraiment un bon réalisateur. Puis Isabelle Garneau aussi, super bonne aussi. Fait que ces gens-là, c'est sûr que la première année, mettons que Pascal Lheureux est venu tourner sur le bye-bye,
Mais là, j'avais ma tête dans son dos tout le temps pour checker. Ah puis oui? c'est comme, OK, oui, fais-les, mais je te watch, puis OK. je vais intervenir OK. s'il y a quelque chose que je trouve qui ne s'en va pas dans la bonne direction. Mais il y a eu un rapport de confiance qui s'est développé, il est super talentueux. Fait qu'à un moment donné, à la fin, tourner le sketch, je suis sûr que ça va être correct. Isabelle Garneau, la même chose. Fait que, tu sais, il y a un suivi, comme qu'est-ce que vous tournez, comment vous faites tout ça. Oui, il supervise l'ensemble de tout. Là, mais à un moment donné, ils ont appris, ils savent, OK. Ils connaissent très, très bien leur métier. Dans les derniers jours, j'ai revisionné celui de cette année. Ah oui? Pour être plus... Ben oui. Bon. Et dis-moi si je me trompe, mais tu portes une attention particulière au timing dans le montage. Mm-hmm. C'est-tu quelque chose, toi, qui est important, là? Le rythme? Ouais, ou c'est juste que ça fit de même, etc. Là, tu sais? Écoute, moi, je pense que l'humour, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'une seconde de plus, c'est pas drôle pour la même joke. Si tu fais de la scène, tu le sais, là. Tu sais comme ça change tout. Fait que le rythme... En pub, même, je te dirais, c'est flagrant. Pub, ben oui, non, c'est clair, là. Fait que c'est sûr que le rythme est ultra important. Et c'est-tu toi qui fais ce montage-là particulièrement, ou bien tu fais affaire avec un monteur qui fait l'ensemble de tout ça? On a 4 monteurs. OK. Parce qu'on peut tout se faire pas en même temps. Encore là, ouais, c'est ça. On peut pas tout faire parce que c'est trop de job en peu de temps. Fait que moi, je supervise, je passe d'une salle à l'autre. Puis en même temps, t'as Pascal, t'as Isabelle qui autres check le sketch. Moi, je passe après, je check le sketch. Après, je demande l'avis sur mes sketchs. Puis après ça, tu sais. Fait que c'est une espèce de gros rush de plusieurs semaines d'être dans la salle de montage du matin au soir. Puis juste s'assurer que tout fonctionne. Fait que le rythme vient beaucoup de là. Puis aussi, on sait que des fois, certains sketchs, ils font 2 minutes et demie, puis c'est correct. Puis là, tu l'amènes à 2 minutes au lieu de 1 minute 45, puis là, finalement, c'est bon. OK. Puis pourtant, la seule affaire qui a changé, c'est les secondes. Parce que c'est pas mal le même contenu, juste plus serré. Ouais. Fait que le rythme, ça change tout. C'est vraiment important. Comment tu deals avec le casting? C'est-à-dire le choix, qui est impliqué, encore une fois, puis après ça... Après, je vais avoir une autre question. Commençons par ça. Le casting principal, c'est-à-dire les 4 comédiens, vedettes ou maison, peu importe, là, qui portent le bye-bye, ça, c'est Guillaume et moi. Qu'on s'assoit, puis on se dit, OK, bon, qui pourrait être bon? Christian Ménard aussi donne son input là-dedans. Et puis, on fait ça à partir du mois de février, mars, pour dire, OK, cette année, qui est-ce que ce serait le fun d'avoir dans le bye-bye? Puis, puis c'est pas simple parce que ça prend des comédiens ou des humoristes qui ont une palette large parce qu'il faut faire plusieurs personnages. Puis qui sont drôles. Parce qu'ils sont pas drôles, ben ça marche pas. Fait que ça prend tout ça. Ouais, mais attends un peu, c'était déjà là. Sarah-Jeanne Labrosse, est-ce qu'elle est drôle? Écoute, c'était vraiment un guess, entre guillemets. Puis moi aussi, je me posais la question avant de travailler avec. Puis finalement, en termes, mettons, d'imitation, elle a nailé. Écoute, elle est tellement bonne. Ouais. Mais sauf que je trouve pas qu'elle est fondamentalement drôle, c'est ça que je veux dire. Je sais. Pierre-Yves, oui, mais... Oui, Pierre-Yves, il est drôle. Ouais. Mais sérieux, surtout dans celui de cette année... Je sais. Il faut dire que j'ai peut-être une over-sensibilité au jeu juste. Moi, quand ça n'a pas de l'air de la vraie vie, mais elle, c'est troublant. Là. Elle a de l'air vraiment qu'elle fait une commandite de pizza. Je veux dire, elle exagère un peu parce que c'est supposé être drôle, mais es-tu d'accord avec moi? Moi, 100% elle m'a blasté, là, vraiment. 100% d'accord. Non, je trouve que... Tu sais, Claude Legault, qui est vraiment bon dans le drame, on s'entend, mais il y a un jeu comique... Ben, il vient du comique, là. Oui, il vient du comique, mais un jeu comique qui est fort parce qu'il est groundé. Tu sais, son imitation de Legault... Je vais dire que c'est la voix de Legault. Je suis pas sûr que c'est la voix de Legault. Non. Mais c'est l'âme de Legault. Puis c'est ça qu'il est capable de faire. Fait que, Monsieur Premier ministre. Ouais, puis tu le sens, la vérité de son personnage. Puis moi aussi, ça me parle énormément. Puis est-ce qu'encore là, Radio-Can doit entériner vos choix? Ou c'est sûr que Radio-Can... Plus gros nom que petit. Là. Ben oui, c'est le bye-bye. On peut pas aller dans les... comment je pourrais dire? Ça prend du monde connu. Le newcomer hot, c'est pas... Ben, le newcomer hot, oui, mais il faut qu'il soit un peu connu. Le newcomer, quand il a percé un peu. Tu peux prendre... Écoute, tu pourrais prendre quelqu'un d'inconnu, mais il faudrait que tu l'entoures, puis il faudrait qu'il soit exceptionnellement bon, puis pour pas que le monde
regardent le bye-bye, puis que leur questionnement principal, c'est que c'est qui ça? Ah oui. Ah, ça, c'est atroce. Ben, c'est pas la place. C'est non, pas la place. Non, je te dis, non mais c'est atroce dans la vie. Quand tu montres des photos de voyage, c'est qui est là? Non, je te montre ma photo de voyage. Ça me gosse tellement. Ben, c'est ça. C'est pas le temps. Cela dit, pour les rôles secondaires, ça, oui. Là, on a un paquet. On y va. On a des jeunes humoristes, des jeunes acteurs, des gens qui sont pas nécessairement connus et qui sont drôles. Ça, plein. C'est juste pour les 4 principaux qu'on se dit, ben là, c'est une affiche, là. Fait qu'il faut que... Ouais. C'est ça. OK. Là, moi, il y a quelque chose qui m'a tout le temps gossé dans le monde de la réalisation. Ouais. C'est que on a pris un mot, le mot réalisateur. Ah, ça s'applique à... Ouais. OK? Puis entre autres, tant qu'à moi, c'est 2 skills complètement différents, c'est-à-dire l'aspect technique. Denis Arcand disait « Où est la caméra? » Pour lui, c'est ça le résumé. Ouais. Puis diriger des acteurs. Ouais. Bon. C'est quoi l'impact de la direction d'un acteur sur son rendu final? En un mot, quand je dis « est donc bonne Sarah-Jeanne Labrosse », c'est-tu en partie un peu beaucoup passionnément parce qu'elle a été bien dirigée par toi ou parce que naturellement tu dis « ça c'est le texte, ciao bye, on se verra demain ». Je suis très intéressé puis curieux, moi, de ce rapport-là entre dire « la production est sur mes épaules », mais c'est moi quand même qui dit, comme un metteur en scène au théâtre, où là, c'est clair. Fait que c'est quoi, toi, ton rapport à ça? Comment tu deals avec 47 jobs qui ont un nom? Ben, gars, je vais te mettre dans l'ordre d'importance pour raconter une histoire, ce que ça prend, OK? D'après moi. Ça prend un texte. Si t'as pas de texte, c'est pas d'histoire. 2, ça prend des bons comédiens pour rendre le texte. 3, ça prend une réalisation, mettons une caméra, puis du son. Mettons, si on mettrait caméra et son différents, ça serait 1 texte, 2 comédiens, 3 sons, 4 caméras. OK. Ça veut dire que je peux faire un film avec mon iPhone, ouais. mais si l'histoire est bonne, puis les comédiens sont bons, puis on entend ce qu'ils disent, on va le suivre, le film. L'inverse, c'est pas possible. Si t'as pas de texte, le comédien beau être extraordinaire, et à un moment donné, ça fera pas de sens parce que qu'est-ce que je suis? C'est quoi l'histoire que je suis? OK. Puis tu peux pas... Puis si t'as une belle réalisation, que la direction photo est extraordinaire, mais que le comédien est nul, ben ça marche pas non plus. Fait que c'est... Moi, dans cet ordre-là. Fait que réalisation et après ça. Okay. Moi pour ce qui est du jeu des acteurs, moi, je dirige les acteurs. Je suis très hands-on. Là. Ah oui? Ouais. OK. Je laisse fait qu'eux autres, c'est pas free-for-all? Non. OK. Non. Puis, la plupart aiment ça. C'est ce qu'ils me disent, à moins qu'ils parlent dans mon dos. Non. Mais la plupart aiment ça, mais je les laisse pas juste seuls. Là. OK. Fait que je vais vraiment les diriger. Fait que... Dès le départ, t'envoies ton premier draft, OK, c'est ça. Dès le départ... Je le vois jouer de même. Dès le départ, puis peu importe qui c'est. Ça peut être quelqu'un avec 60 ans d'expérience, que tout le monde adore. Ouais. Si la ligne, moi, je me dis, hey, non, je pense que ça va être plus drôle de même, je vais juste y dire. Je ne mettrai pas des gants blancs. Non. Mais je ne ferai pas bête non plus. Je vais juste dire. Je la vois de même, je la vois de même. Je pense que c'est plus drôle comme ça, puis on jase, c'est un échange. T'as-tu eu des fois du monde avec qui ça a été plus compliqué au fil des années, sans les nommer, là? Est-ce que tu as eu des gens... Un peu. Je pense que dans le milieu, du moins sur le bye-bye, je pense que j'imagine que les comédiens aiment ça parce que la plupart semblent satisfaits de travailler, qu'on travaille ensemble. OK. Mais c'est arrivé quelquefois que des comédiens, pas souvent par exemple, mais c'est arrivé quelquefois que, comme il y a un comédien que je connais, un super bon comédien, vraiment, là, mais, puis drôle en plus, mais qui a tendance à prendre son temps dans les répliques. Fait que moi, je dis, ramasse ça. Quand fini, vas-y go. Fait que j'étais tout le temps en mode ramasse. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient irritant quand que lui, son rythme naturel, c'est plus lent. Puis moi, ben, c'est plus vite. C'est comme, excuse-moi, il faut que ça finisse. Je vais le répéter encore. Oui, c'est un show d'1 heure. Là, je suis désolé. Ça marche de même, mais là, pour ça, il faut que ça soit serré. Tu sais. Comment tu gères tes ressources budgétaires? Tu sais, tu as un budget qui ne doit pas être élastique. À un moment donné, voici Simon cette année, c'est ça? Est-ce que je me trompe? Ben non. En fait, pour le bye-bye, moi, j'ai toujours demandé de ne pas savoir le budget. Je ne veux pas avoir le chiffre exact. J'ai une bonne idée de c'est quoi.
Je veux pas, parce que je veux pas qu'en entrevue, qu'on me pose des questions, puis là, j'ai besoin de mentir. C'est combien le budget du bye-bye, puis que je peux pas le dire, je le sais pas. Non, c'est quoi? Je le sais pas. Avec beaucoup de... Ça doit être beaucoup. Mais moi, je travaille très bien avec les producteurs, avec Christian Ménard, qui, entre autres, lui, il s'occupe du budget à temps plein. On a une bonne relation. Je sais à peu près ce que ça prend. Je sais que dans le bye-bye, on fait 4 ou 5 gros sketchs. Des sketchs qui demandent plus coûteux. Puis à travers ça, on s'en écrit qui coûtent moins. Une personne devant un décor qui parle, mais ça coûte pas cher. Ouais. Mais si, c'est ça. Fait que ça, t'en écris 2, 3, 4 sketchs comme ça, fait que tu sauves de l'argent là. OK. Puis tu peux les mettre sur tes affaires qui demandent plus d'énergie. Fait que t'es conscient de tout ça. Très conscient dès le départ. Oui. T'as pas le... je prends une minute, comme d'habitude, pour vous parler de mes amis du Midway, du Miller, le bar sportif, ainsi que le Marion à Tateken, Ontario. C'est eux autres qui permettent au spécial du gérant de continuer après 50 épisodes, ma foi du bon Dieu, qui aurait cru, hein, au départ, je m'en allais, bon, go, je me souviens encore, premier épisode avec Dumpack, et Charles Landry puis sa gang, des amis à moi de longue date, le Midway, ça a 10 ans, ils préparent une rentrée pour le printemps qui est vraiment, vraiment trippant, entre autres au Miller, là, qui est le bar sportif qui est ouvert dans la dernière année, ils vont avoir une terrasse maintenant, terrasse intérieure sur Atateken, l'ancien agricole, peut-être que pour certains ça vous dit de quoi, en tout cas c'est vraiment, vraiment hot. Je veux vous dire, en dehors des messages usuels, de vous remercier pour vrai, de liker, de vous abonner, bon, page Facebook, whatever, markbollarworld.ca, tout est là-dessus. Mais il y a un forfait sur Patreon, vous n'êtes peut-être pas au courant, qui, je crois, peut intéresser plusieurs d'entre vous, qui s'appelle le 1 à 1. Alors, pour un montant plus élevé que le montant normal de mon Patreon, qui donne accès aux épisodes avant tout le monde et sans aucune publicité, contrairement à Facebook, contrairement à YouTube, ce forfait-là, c'est comme le forfait de base, plus 1 heure de Zoom où on jase 1 heure par mois. 60 minutes du sujet de votre choix. Et il y a plusieurs jeunes humoristes ou des gens qui aimeraient aller en humour, qui écoutent le podcast, il y en a plusieurs, et qui s'abonnent à ça pendant des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis on jase 1 heure dans le mois de leur affaire, par quel bout de prendre ça, etc. C'est que si vous pensez que je peux être utile pour quelque chose, bien, allez sur mon Patreon et vous allez voir ce forfait-là qui s'appelle le 1 à 1. Et ça me fera plaisir de vous jaser, bien entendu. Salut et merci encore d'être à l'écoute. Ben, j'ai pas le choix. Puis c'est la réalisation que le dos large, mais ça fait partie du... Tu sais, t'as beau écrire un script, là, hey, 1000 chevaux qui courent dans la forêt, ben ouais, je veux bien, là, mais non, ça va être 4. Ou peut-être 1. Oui. Fait que il faut que tu sois réaliste avec la réalité, puis l'argent que t'as, puis les moyens que t'as. C'est quoi la portion éditoriale d'un bye-bye? Moi, j'ai toujours voulu que le bye-bye soit match nul en termes de droite et de gauche. C'est-à-dire qu'à la fin du bye-bye, t'as écouté, si tu t'aimes telle politique, puis t'aimes l'autre bord, ben t'as été couvert. Là. Fait que pas tout le monde est content ou tout le monde est fâché, mais je voudrais cibler tout le monde égal. OK. Je pense que les bye-bye finissent par être un petit peu plus à gauche pour toutes sortes de raisons, mais je te dis pas que... Ben, tu vois, le dernier, je l'ai trouvé à cet effet-là particulièrement équilibré. Je suis assez d'accord. Ah, ben merci, mais c'est volontaire. OK. C'est volontaire que ce soit équilibré. Il faut que j'aime ça que ça soit... Fait que la prise de position... Tu sais, une année qu'on a fait un sketch sur Hockey Canada, puis le gros scandale sur l'argent, dans le fond, qui finançait pour défendre les abuseurs à l'intérieur des équipes, puis dedans, puis tu sais... Quand il y avait eu un paquet de joueurs, là, qui étaient... Ouais, ça, OK. Fait que là, ça, c'est sûr qu'on est allé 100%, on a vargé dans Hockey Canada, puis on a représenté à quelque part la voix du public à ce moment-là. OK. Fait qu'on a été, regarde, le monde, on ça d'un trip, là, c'était comme un vrai scandale. Mm-hmm. Puis on a vargé dedans. Puis Okay. ça a été un des meilleurs sketchs cette année-là. Ça a été super bien reçu. Puis pourtant, c'était pas le sketch nécessairement le plus drôle, mais ça, c'était juste une prise de position. Hey, blanc, il mérite une taloche là, solide. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que de temps en temps, tu as des occasions, entre guillemets, comme ça, de vraiment prendre position. Mais c'est pas le but que le bye-bye ait une position générale. Non, j'ai pas senti ça. Non. Ouais. C'est quoi l'évolution entre l'année 1 puis l'année 9, toi, à titre personnel? Quand tu regardes là, que 9 ans, c'est pas rien. Là. 9 ans, c'est beaucoup. Ben, la notion de confort, pas de confort, mais d'être confortable avec... OK, je vais donner un exemple. La première année
En plus, c'est la première année. OK. Moi, j'étais allé à tout le monde. J'allais souvent, tout le monde en parle avant. Puis, souvent. Pourquoi avant? On dirait que j'ai différents projets, mais là, moi, j'étais sur le bye-bye tout le temps. Fait que c'est ça. Ouais, il va refaire. Okay, on en revient. Ouais. Fait que, mais j'ai différents projets. Souvent, tout le monde en parle. Puis quand j'allais à tout le monde en parle, souvent, je faisais l'insomnie la nuit ou 2 nuits d'avant. Je dormais pas. Puis c'était pas mal l'affaire la plus stressante que je pouvais faire au monde. Vraiment? Pour moi, là, à ce moment-là, dans ma vie. Puis là, j'ai commencé à faire le bye-bye. Puis à un moment donné, je me souviens, il y avait tout le monde en parle dans l'horaire. Puis là, je suis en tournage. Puis là, j'étais à Radio-Can. Tout le monde en parle à Radio-Can. Puis là, ma chemise, je l'ai laissée dans le char. Ouais, où donc? Puis là, je mets ma chemise. Ça t'obnubile, là. Puis là, finalement, j'ai fini de m'habiller, maquiller. OK, ça va en onde. Fait l'entrevue. Puis pendant le show, après, j'étais brûlé. Je me suis endormi. Ah, tout le monde en parle? Ah, tout le monde en parle. Mais comment? Genre, c'est moi qui est en onde. OK? Ouais. Fait qu'il y a du monde. Fait que moi, on était assis derrière, là, dans le deuxième truc. Puis là, il y a des invités en avant. Je me suis dit, plus de quoi ils parlent. Je me suis endormi. Ouais. Puis à un moment donné, on me voit, je cogne des clous. Puis j'étais, tout le monde en parle. C'est pas mal l'inverse d'être stressé. Fait que mes premières années de bye-bye a fait que ça, c'était l'affaire la plus stressante que j'avais faite. OK. Puis tout le monde en parle est devenu pas stressant pantoute. On va jaser. Mais avec le temps, je me suis quand même habitué à cette machine-là. Tu sais, on s'habitue à pas mal tout dans la vie, là. Fait que je te dirais qu'il y a une espèce de confort à cet énorme show-là, énorme spectacle-là, qui est tellement gros, mais je suis devenu comme, non, c'est correct, ça va, là. Mais sauf que c'est dangereux, le confort. Parce que le confort, ça fait pas que tu travailles nécessairement moins bien techniquement, parce que je trouve qu'on s'est toujours perfectionné techniquement, mais ça fait qu'au niveau des idées, OK, comment je fais pour réinventer cette affaire-là? C'est comme, qu'est-ce qu'on change? Comment tu prends l'énergie brute pour que tu mettes dedans, puis à un moment donné, tu es un peu confortable, puis tu en mets moins de cette énergie-là. Tu sais que tu vas faire le show, tu sais quel élément que ça prend. Ouais. Puis ça, c'est dangereux, parce que là, tu tombes dans des trucs qui sont moins originaux. Fait que, tu sais, le dernier bye-bye était un peu moins bien reçu cette année, puis je l'avais calé d'avance. Le premier meeting qu'on a eu avec Radio-Canada, je dis, bon, mais cette année, on est dû pour se planter. Puis ça faisait 4 années extraordinaires qu'on avait en termes de réception pour un bye-bye. Oui, je te suis. On s'entend. Mm-hmm. Fait que je me dis, ça va comme trop bien. On est dû pour se planter parce que je sais pas quoi changer dans le show. C'est-à-dire que ce qu'on fait semble fonctionner, mais à un moment donné, on a développé cette structure-là, cette méthode-là qu'on fait, notre recette, ça va être à un moment donné, elle ne marchera plus, puis je ne sais pas c'est quand. Ouais. Puis cette année, ça commençait. Je me dis, OK, là, tu sais, honnêtement, ça aurait été le fun de faire un dizaine bye-bye juste pour embrasser les affaires puis finir sur un gros high, mettons. Là. Mais sauf que créativement, j'avais vraiment besoin d'autre chose. Fait que je vais quand même quitter pareil, malgré le fait que je me disais, hey, c'est tentant là, au moins de... Le autre chose, on en parlera tantôt, ça m'intéresse. Ben ouais. Mais c'est quoi comment tu l'as trouvé, ton bye-bye, avec du recul de cette année? Quand tu te places toi-même meilleur que les critiques. Okay. Mais je parle pas des critiques nécessairement, les critiques, mais je parle du public aussi. Meilleur que le négatif quand il est sorti, parce que c'était quand même un show de qualité. Tu regardes du recul, c'est pas mauvais. Mais là. Où t'as filé que c'était si négatif, là? Moi, c'est drôle. Ben, c'est parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Fait que je reçois, je lis les critiques. Je te dirais que ça faisait 4 années consécutives qu'on avait vraiment des bonnes critiques, des critiques aussi. Oui, OK. Fait que là, comme une année un peu plus faible, les autres, ça donne, OK, on va changer le ton sur le bye-bye, on va rentrer un peu plus dedans. Fait que tout ça, je sentais qu'il y avait un moins, que la réception était plus... molle, mettons. Plus molle, mettons. Ouais. Mais je trouve pas que c'est un mauvais show. Je trouve pas qu'on a fait un show épouvantable. Je trouve que quand même, c'était très bon. C'est pas gênant. Là. On a fait un bye-bye de 2019 qui était pas mal moins bon que ça, en fait. Okay. Lui, c'est à moi et Guillaume, on sait que 2019, c'est notre bye-bye qu'on a Y a-tu une raison? Y a-tu quelque chose qui est arrivé en cours de route? Ou... Hey, moi, j'étais brûlé. Il y a ça, en fait. Bon, en fait, c'est beaucoup ça. Moi, j'étais vraiment brûlé. Ton input créatif, là, c'est quoi la part dans le show? Que c'est toi qui as initié... C'est-tu la moitié? Ben, c'est parce que... C'est quand même toi le plus impliqué, là, on se le cachera pas. C'est moi le plus impliqué, c'est sûr. Et de loin. Les sketchs que je vais écrire tout seul, je sais pas, 4-5 sur
que tout seul, là, que j'ai fait. Là. Okay. Mais c'est un truc de groupe, c'est un truc de direction de groupe aussi. C'est comme, hey, ça, pourquoi on n'essaie pas telle langue, ça? Fait qu'au final, c'est sûr qu'avec les auteurs, sont auteurs du bye-bye. Ils sont pas auteurs, mais je suis un peu le chef d'orchestre de toute cette affaire. Fait que comment je peux dire, ma touche ou mon point de vue, il est un peu partout, là, sur tout. Là. Ouais. Fait, tu sais, mais en collaboration avec telle personne, collaboration avec telle personne, fait que c'est des... Comme la technique, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, mais en même temps, tu sais, cette année, je ne serai pas là. Je suis curieux de savoir ce que ça va faire, mais on a tellement établi une façon de travailler. Tu sais, Guillaume et moi, avec Christian Ménard, puis on a tellement établi une façon de travailler qui est claire et qui fonctionne que ça se peut que ça donne un résultat qui soit dans un ton similaire, tu sais. Je sais pas, en fait. Je sais pas qui, créativement, va prendre les règnes de ça. Tu n'es même pas consulté? Bah, sûrement, je vais être consulté. Là. Mais tu sais, Guillaume, il sait, là, on se connaît. C'est Guillaume qui le garde, le contrat? Pour cette année, oui. Puis après ça, je ne sais pas. OK. Ouais, pour cette année, il continue à produire, mais c'est un show compliqué. Ça aurait été un peu chien que moi et Guillaume, on parte, mettons. OK. Parce il y a un know-how en arrière de ça. Ben, c'est ça. C'est vraiment... Faut que tu saches comment le prendre, ce show-là. Là. C'est pas... Je suggérais à personne de juste arriver là, poser aucune question, puis faire un bye-bye. Pas vrai? Ben, parce que c'est trop de... Il y a vraiment une courbe d'apprentissage, là. C'est pas simple. Ah bon? Là. Moi, je n'avais fait 2 à titre de réalisateur seulement avec Rock et Belles Oreilles. J'avais énormément appris à les voir travailler ensemble. Tu sais, c'était des maîtres du sketch, on s'entend. Mais c'est-tu à cause de la mécanique du show ou c'est culturellement? Ben, c'est que c'est tellement un gros show... Puis il y a des affaires techniques, là, comme combien de sketchs dans le show. Ouais. Juste ça. Tantôt, tu l'as résumé facile, mais c'était pas le cas. Ben, c'était pas le cas au début. Là. C'était, tu sais, Louis nous a aidés, mais là, on se disait, ouais, Louis, ses sketchs vont un peu plus vite. Peu importe, mais c'était pas... Il y a un paquet d'affaires figurées, tes décors, des affaires juste techniques de production. Tes décors, tu fais quoi avec? Tu prends les mêmes décors, tu en fais juste des nouveaux tout le temps? Ou en termes de tournage, tu mieux d'avoir un studio, 2 studios? T'es-tu mieux de... Comme millions d'affaires. Ouais. Millions d'affaires que t'es mieux de le savoir parce que ça va juste t'aider à être plus créatif. Là. C'est sûr que d'avoir une autre tête créative, ça va faire du bien aussi. Je pense que d'un autre point de vue, ça va être le fun. Là. C'est le fun d'avoir du nouveau monde, des nouvelles idées. Là. C'est juste un plus. Mais c'est sûr que je pense pas que mon poste à moi que j'avais va être comblé par une personne. Juste parce que je faisais 2 jobs dans le fond. OK. En fait, je faisais un petit peu plus que 2, mais mettons 2 jobs principaux qui étaient réalisateur, qui est l'aspect de tournée, mais aussi producteur de contenu, qui est la plus importante. On dit quoi, on fait quoi, c'est géré comment. Qui est la plus importante. Mais sauf personne ne m'a dit, ah oui, c'est le producteur au contenu du balan, on s'en calisse. Ouais. Ben, c'est comme on disait, c'est les 22 définitions du mot réalisateur. Ben, c'est ça, réalisateur, il y a le dos large, surtout dans le cas du bye-bye. C'est quoi qui est le plus le fun? Carrément juste le plus le fun à faire ça? Je pense le plus fun... qui te stimule réellement le plus de dire « Ah, ça, c'est malade quand je suis en train de faire ça. » Je pense que le plus fun, c'est que ce soit si gros. C'est ça qui est le fun du bye-bye. C'est tellement gros que c'est comme une énorme vague. C'est un monstre, cette affaire-là. Je pense que c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est plus fun. Tu dis « Aïe, je peux pas... » C'est comme, je sais pas si tu fais de la moto ou si tu fais... Bon, tu sais, tu fais de la moto. Hein. Ouais. Ben, c'est ça. C'est comme un moment donné, je sais pas si tu as eu ton trip, mais de... Hey, je vais aller le plus vite que je peux. Non, mais... Non, honnêtement. Non? Non, mais juste avoir une auto... normal, mais pas le plus vite. Non, mais avoir une moto qui a du power, mettons. Ouais. Tu sais, ou un bout de temps, essayer ça. Tu sais, c'est... Ou d'avoir... peu importe le domaine, mais d'aller le plus loin que tu peux dans ce domaine-là. Jusqu'où ça va, ça? Jusqu'où ça va, ça. Fait que le bye-bye, en termes de grosseur au Québec et au Canada... C'est le plus gros. C'est pas plus gros que ça. Fait que c'était le fun. C'est ça qui est le plus fun, je pense. Au-delà de tout, là, c'est sûr que c'est le fun de faire de la comédie. Ça te donne-tu un feeling, parce que certaines personnes l'ont ou pas, puis ça varie, c'est purement personnel, mais as-tu un feeling de dire, il y a tous ces gens-là qui répondent de moi, puis que tu es comme responsable aussi de leur fun à eux autres, entre guillemets. T'as ça aussi, comme quand tu es producteur de contenu, réalisateur... Bien, je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte que certaines attitudes que j'avais donnaient le ton, des fois, à l'équipe. Sans m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Par exemple, des attitudes comme être extrêmement fatigué. Oh. Fait que, mettons, extrêmement fatigué, brûlé, fait que j'ose moins, un peu moins de bonne humeur. Mais ça a un impact sur le climat de travail. Clair. Mais, pour moi...
je pense que je suis vraiment dans la collaboration. J'essaie d'être un leader positif, là. OK. Vraiment, en fait. J'essaie vraiment. Puis j'aime le monde pour vrai. Je suis pas un bullshitter qui va juste parler à certaines personnes dans l'équipe parce qu'ils ont plus de... honnêtement, là, j'aime tout le monde, là. Puis je veux que tout le monde se sente bien. Puis je pense, je suis pas dans la... Ça fait que tu as une mission d'être rassembleur. Ah, définitivement. OK. Définitivement. Puis moi, je suis pas j'ai de la tourmente comme créateur, entre guillemets, là, mais je suis pas un créateur dans la tourmente quand je tourne. J'aime ça, je suis passionné, j'aime ça, je veux que ça se passe bien, je veux que le monde se sente bien, je veux qu'on ait des bonnes shots, je veux que ça... Tu sais, j'encourage tout le monde à donner leur meilleur, puis j'essaie de pas... je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais micromanage. Là, oui. C'est quoi dans de... On dit que micro-gérer. Micro-gérer chaque département. Non, puis là, le détail là, puis là, je repasse en arrière. Ben c'est ça, parce que j'aime autant laisser de la place à eux qui se sentent créatifs. Absolument. Puis qui rentrent, tu sais, gars, vous savez où on s'en va? Ben on s'en va par là. Là, je vous laisse régler ces problèmes-là, faites-les. Tu sais, mais j'aime autant ça que rentrer trop dans le détail. Puis surtout que c'est tellement stressant, le bye-bye. Puis c'est tellement pas beaucoup de temps pour faire les choses. Je peux pas arriver au décor pour dire « Ah ouais, non, seulement ça marche pas en tout, on le change. » C'est pas le temps, là. Faut t'engager la bonne personne. Tu lui fasses confiance. Puis qu'on se comprend. Puis que... mais je vais te laisser beaucoup d'anœuvres, inquiète-toi pas. Par rapport au temps qui t'est alloué pour livrer les choses, ça a-tu beaucoup évolué, ça, avec le temps? Ben non, parce que le 31, c'est tout le temps le 31. Non, ce que je veux dire, les ressources. Le temps de tournage, on a l'impression que c'est tout le temps, chaque année, il y a une coupure, c'est-tu vrai? Ou pour le bye-bye, c'est moins vrai, peut-être? Écoute, nous autres, faut-tu que tu on est devenu plus efficace efficace avec le temps. On a trouvé une façon, je sais pas, c'est à plein de niveaux, mais que je me sentais moins rushé en tournage, mettons, cette année, puis l'an passé, que les années d'avant, puis pourtant... Peut-être qu'en amont, tu étais plus efficace. On était plus efficace. C'est sûr que l'équipe de production, tu sais, Christian Ménard, l'équipe, je pense à Émilie Malo, qui est assistante réalisatrice, pas super important sur le plateau. La table est bien mise, là, quand c'est... L'équipe était vraiment bien huilée. OK. Ah, vraiment, là. Ouais. C'est quoi le plus plate? Qu'est-ce qui fait, tu sais, on dit tout le temps, chaque job a aussi son downside, là, en bon français. C'était quoi, là... que tu disais, ça, sérieux, ce bout-là me manquera pas. Mais le bout le plus plate pour moi, comme créateur, c'est que c'est pas personnel. C'est une commande. Mais c'est une commande, c'est une belle commande. Puis que je suis extrêmement, comme je dis, je ne veux pas avoir l'air de me sacrer du bye-bye. Mais c'est une belle commande, mais c'est pas personnel. Je te suis. Pour moi, comme auteur, c'est ça qui est le plus downant, cette affaire-là. Mais j'aimerais ça dire des trucs qui me ressemble plus. Fait que tu t'enlignerais vers où si on tombe à ce morceau-là de ce qui m'intéresse? Écoute, tu t'enlignerais vers où? Écoute. Confirmé ou pas, là? Qu'est-ce qui serait là, ton idéal de ton prochain projet? Ben, tu sais, je travaille sur 3 trucs en même temps. Là. OK. Je travaille sur des projets de télé, je travaille sur des projets de film, puis je fais de la scène. Fait que je fais ces 3 choses-là. Où tu fais de la scène? Je fais de la scène en anglais. Pas en français? Ben, je vais en venir, c'est sûr. Là. OK. Mais pour le moment, en anglais, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais je fais de la scène en anglais parce que je voulais me faire la main avant de me casser la gueule en français. Fait que... OK, le gars qui veut se donner de la misère, t'es pas mal en haut de la pyramide. Je vais commencer en anglais, ça va être... Non, sérieux, c'est quoi cette logique-là? C'est bien bizarre. Ma blonde est américaine. OK. Et puis j'ai commencé à faire de la scène en anglais aux États-Unis. Donc, ça a donné mieux de même. Ça a donné mieux de même. OK. Et puis, fait que là, ça fait 3 ans que je fais ça, mais j'en parle pratiquement pas sur les réseaux sociaux, ce qui est rare dans mon cas de pas parler de quelque chose. Non, mais tu sais, j'ai pas vraiment fait de... Tu sais, à un moment donné, je faisais un show l'été passé, que je voulais vendre des tickets, j'en ai parlé un petit peu, mais j'en parle le moins possible. Puis je fais juste pratiquer cet art-là jusqu'à temps que je devienne assez bon pour que quand je vais le faire en français, pour vrai, ben je vais être rodé. OK. Et non pas hey, je fais de la scène, ça fait 1 an, je fais ça, puis j'ai appris mon texte comme il faut. Oui, j'ai vu plusieurs comédiens dire « Hey, je fais mon one-man show. » J'ai pas de souvenir qu'il y en a un qui a marché comme du monde. Ben, c'est parce que c'est un métier... Peut-être qu'il y a des classes à faire aussi. Ben, c'est un métier, tu sais, quand tu le sais, c'est un métier qu'il faut que tu peux pas brûler d'étapes, je pense. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est une bonne idée de brûler les étapes pour que tu apprennes à communiquer avec le public sur scène, puis trouver ton ton, puis trouver ta voix. C'est que ça n'existe pas...
l'équivalent d'un garage band en humour. Ben, c'est quoi? Ça n'existe pas, mais ça existe. C'est des petits bars. C'est des petits open mic. C'est des petites places, des salles de vin. Oui, mais même là, si le monde ne t'écoute pas. Moi, je peux aller voir un band qui va faire un cover des années 80, puis jaser avec toi, on prend une bière, on trippe, on trouve à la fin que le band il était bon, les tunes étaient bons. Je veux dire, hey, on n'a pas écouté l'humoriste, mais il était bon. Non, c'est parce que ça n'a pas marché. Là. Ouais. Ça fait qu'il y a un côté où il n'y a pas de demi-mesure. Il faut que tu connectes avec à qui tu parles. Ouais. Tu ne crées pas une ambiance. Là. Non. Mais je pense que c'est tout ça, c'est le fun, l'humour pour ça. Puis plus j'en fais, plus j'apprécie la finesse de l'art. Puis plus je vois des affaires dans les humoristes que je ne voyais pas avant. Puis j'ai regardé les mêmes humoristes. Pourtant, je travaille dans le milieu, ça fait des années. Ouais. Mais là, je m'aperçois de toutes les nuances de cet art-là. Puis c'est un art de communication puis de connexion, surtout. Puis je me souviens, les 4 premiers open mic que j'ai faits, c'était aux États-Unis. J'ai eu 0 rire. 0. C'est épouvantable. 0. Ouais. Tu sens comme si tu as le goût de rentrer dans ton corps et d'arrêter d'exister. C'est épouvantable. Mais vraiment 0, là? Hey, genre des sourires de poing, là. C'est des affaires de même. Un rire avec un touchement, là. Oui. Pas un vrai rire. Non. Puis le premier vrai rire que j'ai eu, c'était à la fin de mon 4e open mic que je me plantais comme d'aplomb. Puis j'avais eu des pendant. Ouais. Puis à la fin, j'ai fini en disant « Hey, savez-vous quoi? Ça a été mon meilleur set à date. » Hey, mais on progresse. Merci à gang. Là, le monde en rit. Ah, pour vrai? Là, le monde en rit parce que c'est la première fois que je communiquais de façon sincère avec le public. Ouais. C'était sincère. Ouais. Puis le monde a vu la sincérité. Ouais. Puis là, j'ai eu ma première leçon. C'est c'est pas un monologue que tu fais. C'est un échange que tu fais. Ça n'a pas rapport avec juste dire ton texte sur scène. Non. C'est pas un récital de blagues. Non. C'est un échange avec un public puis que tu es en communication avec eux autres. Puis là, j'ai catché ça. Je fais leçon numéro 1. Mais c'est ça. C'est pas facile. Puis quand tu parles de films, t'as réalisé des films? J'ai fait un film en 2006. Mais quoi, là? En tout cas, j'ai fait un film qui s'appelait Bluff. On l'a fait avec un budget indépendant puis tout ça. Avec Marc-André Lavoie, qui est réalisateur aussi, puis producteur. Puis on l'avait lancé en salle. Ça avait sorti dans 56 salles. Ça avait fait 700 000. C'était quoi? C'était toute une histoire, une intrigue dans un logement au cours de différentes années. Des policiers, non, il y a quelqu'un qui trouve de quoi qui a l'air d'un corps dans un logement. Puis là, tu reçuis les 4 locataires précédents. Qu'est-ce qui est arrivé à cette potentielle mort-là? OK. C'est ça. Fait que c'était une comédie, mais ça a une super belle réaction, bonne critique, bon tout. Après ça, j'ai comme bifurqué. Puis la vérité, c'est que comme j'avais pas tant d'affaires à dire à ce moment-là, j'étais bon pour faire des sketchs absurdes puis faire des courts-métrages, mais j'avais pas tant d'affaires à dire par rapport à la société pour faire des longs-métrages. Puis là, c'est le contraire. Là. Les 10 dernières années de ma vie, j'ai tellement vécu d'affaires complètement pas extraordinaires, ça peut être dans le négatif ou dans le positif, mais tellement extrêmes que là, j'ai 1 million d'affaires à dire. Les 10 dernières années, parce que le sujet ici, c'est pas perso, mais quand même, ça touche, comme tu dis, ton propos. Tu as eu des années en dents de scie, c'est ça que je comprends? Complètement. Là. OK. Complètement, là, à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est sans joke, là. C'est comme un gros film, les 10 dernières années de ma vie. Pour des raisons qui s'expliquent ou... Oui, tout s'explique, mais... Je te dirais que j'ai commencé à être un adulte à 47, mettons. Là. OK. Ça a été là, genre, j'ai 49. Là. Mais ça a été long avant de comprendre des choses. Puis ça m'a envoyé dans toutes sortes de situations complètement extrêmes. Là. Mais c'est dur d'en parler sans en parler. Je comprends. Non, mais c'est comme tu veux. Là. Mais non, mais... C'est juste que ça m'interpelle quand tu dis maintenant, j'ai de quoi à dire. Ouais. Alors qu'avant, tu étais peut-être, je sais pas moi, un acteur dans un domaine. Ouais, mais c'est drôle parce que je faisais les Chicken Swell à l'époque, une émission d'humour absurde. Écrire de l'absurde, ça allait vraiment bien. Là. Mais écrire pas du drame, mais quelque chose qui est basé un peu plus sur du vécu, mais j'en avais pas de vécu. Là, j'en ai. OK. Tu sais, là, j'ai une copine avec qui ça a été une relation extrêmement compliquée pendant des années, qui habite aux États-Unis, qui vient d'un pays en guerre, qui vient de l'Albanie, qui a été élevé dans un truc communiste.
J'ai eu des problèmes de santé, j'ai pris du poids, perdu du poids, fait un burn-out. La totale. Pas mal, toutes sortes d'affaires. Comment tu faisais pour livrer de neuf pendant l'exacte même période que tu livrais un bye-bye? Je te dirais que 2019, c'était mon plus bas de... OK. J'étais allé comme personnellement. Puis No Wonder, c'était peut-être pas la meilleure édition. C'était la pire édition. OK. C'était la pire édition. J'étais vraiment pas en forme physiquement, psychologiquement. J'étais pas en forme comment je pourrais dire? En l'espace de 4 ans, mettons, j'ai adressé toutes les sphères de ma vie pour essayer de les corriger. C'est-à-dire personnel, ma santé, ma vie amoureuse, ma vie personnelle, ma vie amicale, tous mes amis, tout ça, mes amitiés. Puis là, ma vie professionnelle, je te dirais que je t'en prends en charge maintenant. Je suis en train d'apprendre en charge maintenant. Mais ça a été tous des volets, comme un à un, là, 1 an ou 2 sur chaque. Okay. Essayer de comprendre. Là. Juste comprendre comment manger dans la vie. C'est con, hein? Manger, on mange tous les jours. Puis là, maintenant que je suis revenu en forme, je suis revenu comme bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans ma relation, bien dans mes relations. Tu as l'air très en forme, honnêtement. C'est surprenant ce que tu dis pour un gars comme moi. Non, mais pour vrai, tu sais, genre... Non, mais là, ça va vraiment, vraiment bien. Ouais. Ça va super bien. Mais ça date pas d'hier que tout ça est en arrière. Là, oui, c'est ça. Ça va bien. Sauf que là, ce que j'ai accumulé, là, pareil. Mais juste bien manger, à chaque jour, j'apprends des trucs sur comment manger santé, puis qu'est-ce que mon corps a besoin pour bien vivre. Puis il y a toutes sortes de... ma copine est là-dedans aussi, mais on a essayé toutes sortes de trends, toutes sortes de différentes phases, des modes de comme, mettons, keto ou de vegan. Il y en a aussi, moi, là. C'est ça, il y en a aussi, moi. Mais ultimement... Ils sont pas tous câbles, remarque, c'est pas ça le sujet. Non. Mais il reste qu'il y en a aussi, moi, là. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais comment qu'on fait pour se nourrir? Il y a comme... C'est tellement simple, mais tellement compliqué en même temps. Puis là, je commence, tu sais, j'ai appris à cuisiner. Je sais comment me nourrir maintenant, je sais comment cuisiner. J'ai appris à désosser un poisson, puis l'arranger. Mes affaires de base, ça revenait vraiment à la base pour me construire comme être humain complet. Quand j'avais 20 ans, de 20 à 30 ans, de 20 à 40 ans, ma vie se résumait en 2 sections. Mon travail, tout le reste. OK, c'était A ou B. Puis dans B, il y avait C, D, E, F jusqu'à Z. Puis tout le reste avec le chaos que ça implique. Tout le reste. C'est comme un garde-robe, tout le reste. Là. Tout le reste, tout est là. Mon travail, comme workaholic, c'est-à-dire que je travaillais vraiment fort, puis j'étais vraiment obsédé, puis le travail prenait vraiment tout l'espace de tout. Ouais. Puis tout le reste, mais je m'en suis pas occupé pendant toute ma vie, finalement. Fait que c'est ça. OK. Fait que ça amène ce qu'on pourrait appeler que tu as un propos maintenant. Là, j'ai quelque chose à dire. Okay. Là, j'ai un point de vue. Des fois, je fâche des gens. Mais là, j'ai un point de vue, puis je suis capable de défendre mes idées aussi. Pourquoi j'ai tel point de vue? Ce que j'avais pas à 30 ans. Tu sais. Puis en quoi c'est nécessaire que tu aies un point de vue dans ta job? Je pense que comme auteur, puis comme pour la prochaine suite, puis on va voir ce qui va arriver avec honnêtement, c'est un gros défi. Pas un défi, mais c'est un gros pari de lâcher le bye-bye puis de dire « Hey, je vais faire mes affaires ». C'est un gros pari. Ah ouais. Parce que le bye-bye allait bien. Mais c'est clair. Elle allait bien. Je la connaissais, la job. Oui. J'aurais pu faire ça encore. Radio-Canada, souvent, on fait des Tu leur as annoncé ça comment, d'ailleurs? Ben, je l'ai annoncé à Guillaume, puis Guillaume en a parlé à Radio-Canada. Okay. Guillaume, il l'a vu venir ou pas pantoute? Oui, Guillaume, il savait. Parce que vous êtes très proches. On est proches, mais ça fait plusieurs années que j'en parlais aussi. Ah, OK. Oui, c'était pas soudain. Là. Non. Mon Dieu, c'est fini. Un coup de tête. Non, il n'y a rien de coup de tête. Là. Ça faisait plusieurs années que j'en parlais. À chaque année, dans le making-of, je disais que c'était mon dernier, mais ça se rendait pas en ondes, il coupait au montage. Donc, on parlait de... Ma question, c'était pourquoi il faut tellement que tu aies un discours? Bien, parce que, d'après moi, au-delà de juste, mettons, comme humoriste ou comme écrire des films ou créer une série télé, je pense que ça prend une fondation qui est visible ou invisible. Des fois, tu t'en rends pas compte. Mais que cette expérience-là de vie-là fait que tout ce que tu fais est teinté de maturité, puis d'après moi, ça va être meilleur. C'est ce que je pense. Il y a des humoristes extraordinaires qui ont 21 ans. Mais je pense pas qu'il y a des humoristes extraordinaires de 21 ans qui ont quelque chose à dire. Okay. Je pense pas ça. Fait que je pense que... Puis je visais ça comme artiste ou comme dans mon cheminement de carrière. Je me dis, bon, là, je me sens, il est temps que je m'assoie puis que j'écrive, là. Fait que... Puis on va voir ce qui va sortir de ça. Là, c'est quoi?
Peut-être qu'il n'y a rien qui va sortir de ça. Mais non, manifestement, tu le vois, ce que tu as... Je le vois, mais c'est compliqué. C'est pas un domaine facile. Je vieillis. Tu sais, il y a 1 million de contraintes. C'est clair. On va voir ce qui va arriver. C'est ça dans mon... Il y a 1 million d'obstacles. Mais, tu sais, mon père, qui a 97 ans, qui est anormalement en forme. Anormalement en forme. OK. Anormal. Mais à 93, puis tout va bien. Là. Ah, mais c'est extraordinaire. Ouais, c'est spécial. Puis mon père, quand il avait 49 ans, 48, il a vendu sa compagnie qu'il a construit lui-même, compagnie d'enseigne, pour devenir artiste peintre. C'est pas mal la pire décision que tu peux pas faire, c'est lâcher une job payante pour devenir artiste peintre. C'est pas plus mauvais move. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de planificateurs financiers qui recommandent. Pas grave, c'est ça. Puis mon père, il a survécu tout le monde qui doutait de lui, tu sais. Tout le monde qui a douté de cette décision-là sont morts. Et lui, il pète le feu. Wow. Puis je dis pas que c'est uniquement la seule raison. Mais il y a peut-être un lien, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a comme un moment donné, on est vivant. Il est dans la boîte qui lui convient, là. Tu sais, il y a une quote, je me souviens plus qui a dit la quote, mais que je la trouve vraiment inspirante, cette quote-là. On a 2 vies. On a la vie que tu vis. Ça, c'est une. Mm-hmm. Puis on a la vie que tu vis quand tu te rends compte que tu as juste une vie. Ouais. Puis ça, c'est la deuxième. Ouais. Parce que là, tu ne prends pas des décisions de la même façon. C'est comme, aïe, si moi, je le fais pas là, si je ne vis pas mon rêve là, si je ne poursuis pas ce que j'ai à l'intérieur là, quand est-ce que je vais le faire? Sais-tu ce que moi, je me plais à dire souvent? Quoi? Est-ce que ta vie te ressemble? Ouais. Puis, il y a bien du monde, tout de suite, ils répondent non. Quand je leur... Pas vrai, là. Imagine. C'est quasiment troublant, parce que tu fais... C'est quoi qui fait que tout à coup, tu sais? Juste, j'allais bruncher avec mon chum dimanche, là. Frédéric, tous les dimanches, on va déjeuner. Puis, il manque de motivation, t'es à la fatigue. J'ai dit, c'est peut-être parce que t'es rendu dans une case, c'est plus tant la case que t'as commencé puis que tu voulais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on veut gérer le risque, il y a plein de raisons. Puis tu fais comme, c'est drôle, je suis plus tant à ma place, mais c'est parce que ça te ressemble peut-être plus. Ouais. Tu sais, on a la chance de vivre dans une période où on peut prendre des choix personnels. Ça n'a pas été toujours le cas. Ben non. Si tu nais dans certains pays en ce moment, si tu nais en Corée du Nord, mettons, on va y aller à l'extrême. Non, mais juste recule il y a 200 ans, tu étais agriculteur agriculteur d'une autre sorte. C'est ça. C'est ça. Puis là, on ne vit pas dans cette époque-là. Non. On a la chance d'avoir un paquet d'outils et un paquet de possibilités qui fait que, si tu veux faire ça, ça se peut. Il faut juste que tu mettes bien du temps puis de l'effort puis tu aies de la chance. Puis c'est ça. Ça fait que tu as commencé comment, toi? C'est quoi tes premières armes? Avant même les chicks, là, tu sais, c'est quoi le jeune fecto qui est en train de faire rire la classe ou je ne sais quoi? Ça a commencé comme ça. Ça a vraiment commencé comme ça. Ça a commencé que moi, à l'âge de 10 ans ou 11 ans, je voulais avoir une caméra vidéo. Puis c'était dans les années 80. Là. Fait que, puis la première caméra vidéo que j'ai eue, c'est une Fisher-Price, genre que mon cousin avait. Comment, une Fisher-Price? Fisher-Price ont fait une caméra vidéo un bout de temps. Sérieux? C'était pas un petit Polaroid. Ça faisait des vidéos. Vidéos sur des cassettes audio. OK. Sur des cassettes 90 minutes, ça donnait 4 minutes de vidéo. Puis c'est en noir et blanc, bien des pixels, puis ça, mais t'avais de la vidéo pareil. OK. J'ai commencé à faire des petits films là-dessus. Puis après ça, j'ai commencé à harceler mes parents pour avoir une meilleure caméra vidéo quand j'avais 12 ans, genre 13 ans. Puis ils m'ont acheté une Handycam de Sony qui coûtait genre 2000$ en 1987, genre, tu sais, dans ce coin-là. Ouais. Non, mais tu t'imagines 2000$ à cette époque-là. C'est énorme. C'est comme si tu achètes soudainement pour 5000$ d'équipement à ton fils qui ça lui tente de faire ça. Mes parents ont eu... C'est un cadeau. C'est un vrai beau cadeau qui a changé ma vie. Parce qu'après ça, j'ai commencé à tout filmer. Puis tout, je te dirais que la base de tout ce que je sais vient de 12 à 18 ans. OK. Après ça, j'ai travaillé avec les Chicken Swell. Après ça, on a fait une émission. Après ça, tu sais, là, ça a comme évolué. Mais la vraie base, là, de où j'ai comme les liens se sont faits dans ma tête. Ouais. Comment on shoot ça? Comment on tourne? C'est quoi un tournage? C'est quoi un tournage? Ouais. C'est quoi une histoire? C'est quoi une caméra? C'est quoi? Qu'est-ce que quoi? Tu sais? C'est les grosses années d'apprentissage ont été ceux-là. Je ne suis pas allé à l'école. J'ai un secondaire 5, c'est tout. Je ne suis pas allé en art, je ne suis pas allé en rien.
En fait, j'ai fait une session T'as pas déjà dit que ça te gossait de ne pas être allé à l'université? Je suis sûr que j'ai lu un statut là-dessus que tu avais écrit. En termes, un moment donné, je me sentais très outsider. Je me sentais... Parce que tout le monde avait eu une vie sociale vraiment le fun pendant l'université. Puis moi, ça n'a pas été le cas. Je suis comme parti tout seul. Fait que je me suis senti tout seul, mettons, un peu longtemps, là, avant de me refaire un groupe d'amis ou avant. J'étais à Montréal, j'étais un peu dans mes affaires tout seul. T'es né où? Je suis né à Chesterville. Non, c'est pas vrai. Je suis pas né là. Je suis déménagé là quand j'étais jeune. Je suis né à Piémont, proche de Saint-Sauveur. Ouais. Puis mes parents m'ont né pendant la crise économique de 81. Déménagé proche de Victoriaville. OK. Fait que, c'est ça l'histoire des Chicks, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais à Victoriaville, mais un petit village pas loin. Les Chicks étaient un petit peu plus vieux que moi, mais on s'est connus parce que je faisais des vidéos à l'école. OK. Fait que, au secondaire? Au secondaire, ouais. OK. C'est connu comme ça, puis ils m'ont comme intégré dans leur groupe. Puis là, on a commencé à faire des petites vidéos ensemble, puis c'est ça. Mais ça n'a pas été une ligne droite, là. J'ai comme intégré dans le groupe, je suis reparti, puis je suis revenu. OK. Puis il y a eu un mix-up avec Ghislain qui était sur scène, moi qui étais en vidéo. Ghislain Dufresne était avec, qui faisait la scène avec eux autres. Ouais. Fait que c'est ça. Mais finalement, au final, on a fait l'émission de télé ensemble pendant 3 saisons. Puis ça, les numéros là, que je me souviens au gala Juste pour rire, là, où c'était shooté d'en haut comme si... c'est écœurant, ça, mais j'étais pas là. Non, ça, j'étais plus là. OK. Je me souviens de ça, je me disais. On a fait... Ah ouais, c'était impressionnant. Là. C'est qui eux autres, là? Ouais. C'est le fameux, ils ont pensé à ça. Oui, les Chicks, des maîtres de ça. Ouais, mais t'étais là dans ce mouvance-là aussi. J'étais dans ce mouvance-là, mais j'avais quitté à ce moment-là. Moi, dans le fond, on a fait 3 saisons, quand j'avais de 25 à 28 ans, mettons. On a fait 3 saisons à Radio-Canada, des Chicken Swell, qui était une émission de sketch absurde. Oui, je m'en souviens très bien. Avec rien. Avec rien. Ben, c'est la mère à Michel Grenier qui faisait les costumes. Ben, c'est ça. C'est une légende urbaine ou c'est... non, elle a fait des costumes. Elle nous aidait. Je suis pas sûr que ça faisait tous les costumes, mais elle nous a aidés. Puis il y avait une grosse pile de costumes dans le sous-sol chez Daniel. Hey, regarde. C'était vraiment... Il y a une madame qui est venue nous porter des perruques parce que sa femme... Non, son ami était morte du cancer. Fait qu'un paquet de perruques. Mais tu sais, vous pouvez l'utiliser pour vos sketchs. OK. C'est malade. Fait que c'était vraiment... Ça a été 3 ans, ça, Simon? 3 saisons. Quand même. Hein? Quand même. 3 saisons qu'on faisait toutes. Fait qu'on a appris tellement d'affaires. Parce que tu fais tout. Fait que toutes les erreurs possibles. Oui. Tout fait. Oui. Toutes les erreurs possibles. C'est ça la définition d'un expert, tu savais? Ah oui? Un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans son champ de compétences. Oh, wow. Ouais. Je savais pas ça. C'est là que tu deviens un expert. Mais non, mais pense-y. Ah ben, définitivement, on est vraiment devenus des experts. Je te le jure. C'est ça la définition. Là. Drôle. Mon Dieu, on a fait des erreurs. Mais, fait que c'est ça. Fait que je savais pas ça. C'est une belle définition. C'est Neil Bohr. Tu sais, là, ta Pablo périodique, il y a un élément qui s'appelle le BOHR. Ouais. Bon, c'est lui qui aurait dit ça. Wow. Mais c'est vrai, en plus, quand tu y parles. Quand tu pratiques, c'est parce que tranquillement, pas vite, tu fais des erreurs et tu arrêtes de les faire. Exact. Coucou, je suis un expert. Coucou, je suis un expert. Mais nos 10 000 heures de gaffes, on les a vraiment faites. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que j'ai appris énormément là aussi, mais ma base était quand même... Puis pourquoi tout à coup, tu étais le gars qui était pas à l'écran? C'est un geste volontaire? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que de plus en plus, tu vas être devant... j'ai le goût de jouer, là. Ouais, plus, là. En fait, c'est que je jouais. Ben, c'est parce que avec les Chicken Swell, au début, je réalisais... Parce qu'on disait tout le temps le 4e, comme les Beatles, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais non, mais dans l'émission, je jouais, là. J'ai pas de souvenir de ça. Oui, quand même, là. Okay. C'est-à-dire que la première saison, mettons, les 3 premiers épisodes, je jouais un peu moins, puis après ça, je jouais autant, là. Okay. Tout le monde avait le sketch, on écrivait, on avait trop d'affaires à faire. Anyway. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, non, c'est devenu, tout le monde jouait. Puis après ça, on a signé un show scène. Puis moi, dans ma tête, d'un, j'avais énormément d'anxiété quand je faisais de la scène avec les Chicken Swell. Puis il y avait beaucoup d'affaires de costumes, puis toutes sortes d'affaires. Puis on dirait que eux autres, ils avaient fait beaucoup de scènes, pas moi. Je n'étais pas rendu là encore dans mon cheminement. OK. Puis le stand-up, ça me parlait plus, mais pour une raison ou pour une autre, c'est pas ça que je faisais. Puis j'avais le goût de faire d'autres choses. J'avais le goût. Puis à un moment donné, pendant un meeting de production du spectacle qui s'en venait, j'ai dit à Daniel, moi, je peux pas faire ça. Il dit, non, je peux pas faire le show. C'est quoi? Ouais, faut que je quitte. Hein? On venait de faire 3 ans de TV. Tout ça, tu sais, là. Fait que j'ai comme quitté les Chicken Swell pour faire mes affaires. En prod? Pendant que la prod était en train de se monter? Ouais. Ah ouais? Ben, on dirait que je me disais, non, j'avais une crise d'anxiété à penser que j'allais faire ça pendant je sais pas combien d'années. Là. OK.
Partir en tournée, tout ça. Ouais, à ce moment-là, ouais. mon cœur me disait non, fais pas ça. Ah, OK. Fait que je suis comme parti de ma... C'est-tu là que Ghislain est arrivé? Ben, Ghislain était déjà avec eux autres avant. Fait que là, vous étiez 4, mais à 3, ils ont livré. En fait, on était 3 à la télé, parce que c'était moi, mais c'était pas Ghislain, mais Ghislain était là avant sur scène avec eux autres. Fait que là, Ghislain est comme revenu sur scène avec eux autres. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été quoi ton étape après? Parce que j'ai toujours l'impression que je suis pas au courant entre Bye Bye et les Chicks. Ben, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'après ça, j'ai fait un court-métrage payé de ma poche, puis il a fait le tour du monde. Puis là, à cause de ça, j'ai fait un autre court-métrage. Puis ce court-métrage-là, je jouais à une soirée, puis il y a un gars qui l'a vu, puis là, qui m'a appelé. Puis j'ai besoin ça de rencontrer. Je vais faire un film qui s'appelle Bluff. Je suis en train de faire un des segments. Puis là, finalement, on a tout fait le film ensemble. Fait que là, 1 an après avoir quitté les Chicken Souls, je sortais un film en salle. Enfin, mais en même temps... Ça a déboulé. Ça a déboulé, mais en même temps, complètement pas prévu. C'est comme juste la vie comme arrivée. En même temps, après ça, j'ai eu une espèce de break. Je savais pas exactement. Je voulais faire des films, mais je savais pas trop. Puis j'écrivais. Puis là, j'ai eu une idée de concept qui s'appelait En audition avec Simon. Ah, c'est ça que je voulais te parler. Ouais. C'est tellement malade, ça. Ah, merci. Ben, c'est parce que, de un, c'est bien rendu. Mais au-delà de tout ça, quelle idée pour faire tout. Ouais. C'était écœurant. Ah, t'es fin. Moi, je me régalais de tout ça. C'était comme... t'avais le gars mauvais, la fille qui... T'avais tout. Tu peux tout faire, c'est tout. Tu peux tout faire. Puis en plus... tu shootais, c'était frais de prod 0, là. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est vraiment bon. Ah, merci. Mais non, ça, c'était le fun à faire aussi. Puis je voulais vraiment que le jeu soit bon. Oui. Que le jeu soit bon. Comme... Ça a l'air réaliste, là. Je voulais que ça a l'air vrai. Oui. Fait que beaucoup de fois... Tu sais, puis en même temps, ça me donnait la chance après. Des grands silences, puis des malaises partout. Puis c'était vraiment... Ah, merci. Mais c'est ça. Puis j'ai fait ça. Puis en faisant un audition avec Simon, une des auditions, je l'ai faite avec un gars que je connaissais pas, qui s'appelait Sugar Sammy. OK. Mais je ne le connaissais pas à l'époque. Puis là, un moment donné, je l'ai vu faire, je pense, son numéro aux Olivier avec Pauline Marois. Oui, je m'en souviens. Qui a marqué Appelle-moi tout le monde. Sucre, je me souviens de ça. Puis après ça, son agente, ou je sais pas qui, quelqu'un qui travaille avec lui, nous a dit « Hey, il aimerait peut-être ça faire une audition. » Ben oui. Fait que là, on a fait en audition avec Simon avec Sugar Sammy, une capsule. Puis moi puis lui, on était tous les deux du même âge. Puis avec rien à faire. Fait qu'on a comme passé un été ensemble à rien faire. Non, attends peu. Vous aviez pas un projet, vous autres? Ben c'est ça. Ouais. On a passé un été à rien faire. Comme juste hanging out, sortir, là. Tu sais, juste... Je sais pas. Puis Sugar Sammy a une idée. Puis il disait, hey, j'aimerais ça faire ça comme émission de télé. J'ai dit, hey man, fais ça, ça va être écœurant, fais-les. Vous avez eu un sitcom? Non, mais c'est ça, mais je me suis jamais inclus là-dedans. Ah ouais, OK. Puis là, 6 mois après, il me disait, hey, ça te tenterait-tu de le faire? Ouais. Ah ben oui! Fait que finalement, on a développé la série ensemble. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Ces gars-là. OK. Puis c'était une série de 2 gars, un anglophone, un francophone à Montréal. En appart. Ça, chacun de leurs apparts, mais tu sais, qui vivent des affaires, mais on a inclus le monde anglo de Montréal dans l'émission. Ce qui n'avait jamais été tant exploité. Non, vraiment. Ou très peu, mettons. Ouais. Fait qu'on a fait Ces gars-là, on a fait 3 saisons. Quand même. Fait que 3 saisons de Ces gars-là. C'était à TQS? C'était... Ou à TV? Oui, c'était à TQS, mais ça avait changé de nom. Ça s'appelait V. V. Puis... Ça va changer de nom bientôt. Ouais, c'est ça a fait plusieurs. Là. Puis, t'as eu quoi? 4 saisons? TQS? 4 saisons. Puis après ça, TQS, parce que c'était 4 saisons. Après ça, V. Nouveau. Puis là, c'est Bell Media, mais nous, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, on était là. Puis, on a fait 3 saisons. Puis après ça, après 3 saisons, on a fini ça. Sugar Sammy est parti en France. Puis là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, la semaine suivante, Guillaume L'Espérance me dit, hey, Louis veut plus faire le bye-bye. Ça te tente-tu qu'on se rencontre? Puis là... Mais pourquoi toi? Il y en avait 100 000 autres, là? Ben, en fait, Louis Morissette, il a approché Guillaume L'Espérance comme producteur. Puis Guillaume m'a dit, hey, je viens de parler à Louis. Il aimerait ça peut-être que je reprenne le bye-bye. Je le fais pas si t'es pas là. Mais ma question demeure. Mais parce que j'avais travaillé avec Rocky Belles-Oreilles, j'avais fait 2 bye-bye. Ah. Avec Rocky Belles-Oreilles, j'avais fait du sketch. Il me connaissait comme créateur. J'avais fait en audition avec Simon. Avec lui? Ouais. C'était une prod de... OK. Ouais. Moi, j'ai tout produit avec Guillaume. OK. Ouais, tout.
tout à fait avec Guillaume. OK, ça fait que vous aviez déjà une histoire. Ben oui, on se connaissait. Il avait travaillé chez Chicken Swell comme au OK. début, assistant de Non, prod. c'est pour ça que je posais la question, parce que... Non, pourquoi? Ouais, c'est pour je ça, veux dire, non, mais pas en voulant dire pourquoi ça n'a pas dû... Mais juste pour dire que, tu sais, pour réaliser le bye-bye, quand même, c'est un beau contrat. Là, mais l'idée que je n'avais fait 2, ça aidait beaucoup. Sûr, mais c'est énorme. Mais aussi mon bagage, tu sais, j'avais fait du sketch, j'avais fait des trucs un peu plus polarisants avec Arnaud Simon. Ouais. Non, tu connais l'humour de l'intérieur aussi. Ben, c'est ça. C'est quand même pas rien. Ouais. Tu peux être un excellent réalisateur, mais c'est des mécaniques qui... Ouais, c'est pas pareil. C'est pas... Moi, je me souviens des discussions. On a parlé tellement longtemps avec Jacques Chevalier-Longueuil, qui était le producteur au contenu des galas Juste pour rire. Ouais, ben ouais. Puis, tu sais, je veux dire... moi, je les ai toutes vues là, au fil des années avec les gars, François, tout ça, qui est... Le fameux nouveau réal qui découpe... Ah non, que tu les jokes. Bon, tu sais... Ouais. Tu fais non, c'est pas si... Ben non, je pour de la scène. Ouais, c'est ça. Non, c'est plate à faire, mais c'est ça. Là. C'est ça. Faut que tu sois très humble, entre guillemets, comme réalisateur. Puis je dis pas que je suis humble, mais faut que tu sois... Faut que tu te mettes en second plan, toujours. C'est la joke. Ouais, tu signes pas tant que non, ça. Non, il faut pas, parce que sinon, ça scrape l'humour. Denis Arcand avec son « Où est la caméra » c'est être en face, mais elle bouge pas. Là. Ben, c'est ça. C'est ça. L'humour live, là, on s'entend. Non, mais c'est ça. C'est autre chose. Bye-bye, c'est autre chose, mais il faut pas s'enfarger. La réalisation, elle peut être belle, mais il faut qu'elle appuie. Il faut pas qu'elle devienne la vedette. La vedette. C'est pas la vedette, c'est pas la réalisation. Ouais. La vedette, c'est les jokes puis le jeu. Fait que c'est tout ça un peu que j'entends entre les lignes. C'est que toi, t'étais au service d'une vedette qui n'était pas toi, mais j'aime pas le mot vedette. Oui, là. mais oui. C'est un peu ça, là. Oui, complètement. C'est que là, tu peux te réapproprier tes skills puis toutes tes habiletés montées au fil des années, ou tu vas être le contenu toi. Ouais, ben moi, ce que j'ai le goût de ce que j'ai le goût de dire va être la vedette, entre guillemets. Puis aussi, tu sais, parce que c'est sûr que je vais me mettre en scène dans les affaires, mais mettons, je joue pas dedans, puis c'est d'autres comédiens. Mais c'est quand même... Ça va être personnel. C'est plus une commande. C'est pas une commande. Mais quoi que j'ai rien. Comme je dis, j'ai adoré faire le bye-bye. Non, mais ça sonne pas comme si tu dénigrais ça. Là, ça n'a pas rapport. Pas du tout. Là. Mais ça reste que, techniquement... Mais ça reste que c'est un show avec une fonction précise. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Puis je me dis, si j'arrête pas là, ben, ça passe 55 ans que je vais m'en revirer de bord. C'est là. Mais 55 ans, c'est là, je te l'annonce. Parce que tu as 49. Je sais. J'ai 58. Non, mais je sais ce que tu veux dire, mais exactement. Ce que je veux dire, c'est que si je veux faire d'autres choses, c'est là. Ah, c'est clair que on le colle pas, puis le lendemain, c'est parti. Non, c'est ça. Fait que je me dis, bon, ben, go, puis arrive ce qui arrive. Fait que, avec le plus ou le moins, quoi que ce soit, ça sera ça le trajet. T'sais. Puis tu vois ça travailler en solo ou tu as déjà des comparses? J'ai Parce déjà... que tu as parlé de trois... Ben, garde, sur la scène, c'est sûr que c'est solo, là. Oui, mais pour l'écrire, pas tant. Pas tant. Ça dépend du monde, mais t'es pas obligé. Ça dépend du monde, mais là, tu vois, je me cherchais beaucoup, mais je commence à avoir trouvé ma voix, même si c'est en anglais en ce moment. Mais je commence à avoir trouvé mon ton, mettons, sur scène. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Ça a pris un moment. Puis juste de... Tu sais, là, on dirait que je sais quand ça... tu sais, là, quand ça commence à lever, là, ça commence à lever. Mais ça a été long sacrément avant d'arriver à cette espèce de développer le sentiment de « OK, ça, je pense que ça va marcher. » Tu sais, la communication. Tout ça, tous les petits détails à développer en humour, là, c'est long. Puis je dis pas que c'est fini, je vais apprendre toute ma vie. Là. Mais au moins pour avoir Mais une moi, base, ce que j'ai vécu à plusieurs égards, c'est de travailler à l'envers. Comment? Travailler à l'envers. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dire, je monte un projet de show, puis je le travaille à l'envers. C'est-à-dire, je l'écris pas, puis après ça, on verra c'est quoi le titre puis le concept. C'est, hey, j'ai un bon titre. Ouais. Je te le dis, pour vrai, pour l'avoir vécu. Là. Puis, on va régler les problèmes en cours de route de le remplir, le show. Dans le fond, de remplir le show de contenu. Ouais. Je comprends. Ouais. Ce qui est une... Moi, mais je trouve que c'est super. Je conseillerais pas ça à quelqu'un qui fait 1 an qui fait de l'humour. Mais peut-être que tu as fait ça puis ça a super marché. Non, ça n'a pas marché. J'étais allé à Paris, puis à Paris, j'ai vraiment fait 100 spectacles. Ça, c'était extraordinaire. Oui, puis là, c'était vraiment un genre de boîte avec tout mon ancien stock qui était... Ouais. Mais j'ai le goût de faire un show, moi. J'en ai jamais parlé sauf là. Ouais. Puis j'ai commencé, mais là, je travaille à l'endroit. J'écris des textes. Ouais.
Jusqu'à temps que tu aies un show. Là. Ouais. Ouais, je comprends. Puis là, j'ai trouvé mon pacing, qui est comme... mon parcours et mon pacing, ouais. mais c'est pas un concept. C'est juste mon fil conducteur. Je comprends. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai un projet de show avec un fil conducteur. Parce qu'avant, si j'avais une idée générale, après, je gossais, ben c'est ça. Zéro. Fait que c'est peut-être ça ce que toi, tu vis aussi, c'est-à-dire que tu arrives à un moment où tu dis, je vais travailler mes envies à l'endroit. Je vais commencer par le jeu. Là, tu sais. Oui. Je sais pas, je lance ça de même. Non, je trouve que ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu sais, j'étais... Tu sais, Sugar Sammy et moi, on a une émission ensemble. On était très proches. Là. Tu sais, on est encore amis, mais jamais... On se voit pas tous les jours maintenant, alors qu'à l'époque, on se voyait... C'était les grands chums. Un grand chum. Fait que je l'ai vu monter son spectacle. Je l'ai vu son approche. Il y avait une approche particulière par rapport au reste du milieu à ce moment-là. Tu sais. Puis un peu plus l'approche américaine. C'est tu vas sur scène, tu fais tes jokes. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Puis tu gardes 10% de ce que tu écris. Puis toutes les jokes les plus fortes là, que ça explose, tu les mets toutes ensemble, puis tu fais un show. Puis il y a quelque chose qui va sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se révèlent encore. Il y a des choses qui se révêlent, qui sont... Mais ça commence par travailler à l'endroit. Ça commence par faire monter sur scène, puis le faire ton set, puis le faire, puis tranquillement, puis boucher. Puis chaque joke, c'est un combat. Chaque joke, là, c'est un combat jusqu'à temps qu'elle soit bonne, la joke. Ça prend du temps. Ça prend du temps. OK, c'est quoi ma joke? Pourquoi je la livre de même? Qu'est-ce qui est plus drôle? Fait que Sugar Sammy a écrit son show, il a pris du temps. Quand il l'a sorti, ça a fait une bombe. C'est son show bilingue auquel il y a plein de producteurs qui ne croyaient pas à l'époque parce que c'est un show bilingue. C'était tout un défi, sérieux. Là. C'était tout un défi. Ouais. Puis ça a fait une bombe. Il a vendu, je ne sais plus combien de centaines de milliers de tickets. Je capotais, moi. C'est le nombre de shows qu'il rajoutait. Ah, ça n'a pas de sens. Je me souviens, il a fait un pari à l'interne. Là, on va faire combien de soirs? 20 soirs, 30 soirs. Puis je pense qu'il en a fait 300. Je ne sais plus. Là. Mais il a fait, tu sais, là. Ouais, c'est fou. Mais je l'ai vu travailler, tu sais. Puis tu sais, lui-même, quand j'ai commencé à faire du stand-up il y a une couple d'années, il me dit, parle-en pas. Fais-les. Regarde ça. Fais ton affaire. Arrange-toi pour devenir bon. Parle-en après. Là, j'en parle. Je n'en parle pas trop. Mais tu sais, je fais pas la promotion. Non, mais je suis entièrement d'accord. Tu sais, sois bon. Apprends ton métier. C'est pas un truc marketing. C'est ça la différence. Non. Puis ça se sent quand c'est fait en surface. Puis ça veut pas dire que c'est fait en surface que le monde travaille pas fort. Mais ils n'ont pas travaillé assez longtemps, nécessairement. C'est pas vrai que parce que tu es bon acteur, que tu vas faire 1 an d'humour, puis qu'après 1 an, tu vas maîtriser l'humour. Ben c'est encore là, c'est l'exemple de... Tu es expert dans la mesure où tu as fait toutes les gaffes. Ben, c'est ça. Ça prend un certain temps pour les faire. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je suis vraiment dans... Tu sais, en fin de semaine, j'ai fait un set, ça faisait super longtemps, puis j'étais comme occupé. Hey, j'ai vraiment eu un vraiment bon set. Là. OK. Fait que là, ça embarque. Là, ça embarque. Puis là, ça fait... Puis pourtant, tu sais, j'y prenais mon temps. J'étais à la place d'être nerveux. J'étais bien calme sur scène. Prends le temps de lander les jokes. Prends le temps de dire des affaires, tout ça. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est quoi? Je le maîtrise, ces 10 minutes-là. Puis c'est quoi? Je dis ça, puis je vais le faire demain soir, puis je vais me planter. Non, mais dans le sens que ça reculera pas tant que ça. Mais c'est ça. Ça peut avancer moins vite. C'est ça. Mais là, je me dis, OK, j'ai comme compris. Ça fait longtemps que je peaufine ces jokes-là, là. J'ai appris 1 million d'affaires. J'ai eu les pires conditions humaines pour faire des shows. À un moment donné, je faisais un show. Tout le monde a des conditions c'est de déjà drôle. Faut que tu passes par là. Je faisais un show à New York je faisais un open mic. Et puis, c'était épouvantable. C'était dans un bar, dans un fond de bar. Il y a juste une section qui est tout petite pour l'open mic. Le reste, c'est du monde qui parle. Fait que le monde parle pas. Finalement, le monde parle. T'as pas de stage. OK? T'es à ras le plancher. Juste à ras le plancher. J'en ai fait plein de shows de même. Plein. Okay. À ras le plancher, il n'y a pas de public. Il y a juste des humoristes qui attendent d'aller sur scène. Le public est là-bas. Puis il y a un chien qui passe de temps en temps dans le bar. Damn. Fait que là, tu fais ton numéro. Non, c'est... Oui. Puis il est 5h15 l'après-midi. Pour vrai? Oui. OK. Tout pour que tu meurs. Oui. Puis je l'ai fait souvent, cette salle-là. Mais ce bar-là. À cette heure-là? Non, à cette heure-là, les open mics sont à 6h, 6h30, 4h15. Pas d'ambiance. T'as le goût de... C'est épouvantable. Aller se planter, essayer des jokes. Écoute, les pires conditions. À un moment donné, j'ai fait un show. OK, tu connais... C'était une boîte en bois à New York.
sur le bord de la 2e avenue qui est comme... Il y a des chars, là. Il y a des c'est Broadway, là. C'est grosse avenue de chars puis de trucks. Fait qu'ils passent, c'est dans ta petite boîte, puis je suis le 33e sur le pacing. Tu me niaises? Non, parce que c'était des open mic. Festival, tu y rentres, tu t'en vas. Tu vas 4 minutes, tu fais ton 4 minutes. Non, mais pour le public, c'est que tu y vas, tu rentres, tu t'en vas. Oui, mais le public, c'est... En fait, le public, c'est les autres humoristes. Ouais, c'est ça. Mais rendu à 12, ils sont écœurés. Là, Fait que là, tout le monde est dehors, il n'y a personne dans la boîte. Non. Fait que là, j'y vais, il y a 2 personnes dans la boîte, OK? 2. Fait qu'il y a c'est le record du monde. Il y a comme une place, c'est 16 places, mettons, ou 20 places, il y a 2 personnes. Puis, je commence à faire mon numéro, mais il y a une des 2 personnes qui est sur son téléphone. Tu as la fille en arrière qui a dit « Lâche ton téléphone, il fait son numéro. » Puis qui commence à chicaner entre eux autres. Holy shit! Pendant mon number. Ils sont juste 2. Je me dis, ça peut pas aller plus bas que ça en termes de j'ai joué devant 8 personnes. Oh, wow! 8. Ben, c'est pas pire. Mais non, mais bon. 8, c'est un bon public. T'es le seul qui aura battu ça. Ah, moi, j'ai fait du 2 souvent. Hein? Souvent. Puis du 2, des fois, dans des... Sur ces open mic-là de New York, là. Oui, parce que les open mic de New York... Mais c'est pour ça que New York te rend... Ben écoute, n'importe où dans le monde, peu importe ce que tu fais à Paris, ça doit être extraordinaire. Mais New York est plus dur, je te dirais. C'est ça l'affaire. Ça doit. Le niveau de difficulté, parce que le monde s'en calisse de toi. Tu pourrais mourir sur scène. Ouais. Puis le gars s'engrosse son téléphone. Mais t'as-tu vu le documentaire sur Seinfeld quand il montait son show après la série? Oui, je me souviens. Comédienne. Oui. Oui, je l'ai vu. Tu te souviens de la scène où il s'en va roder dans un petit club de même, puis ça parle. Oui. Puis après ça, il dit lui-même, il dit, je veux pas faire mon smat, mais il dit, qui qu'il faut que tu sois ici? Oui, c'est Seinfeld. Je suis toujours bien Jerry Seinfeld. Oui, je sais. Tout le monde n'écoute pas. Tout le monde s'en cogne. Fait que imagine quand t'es no-name... francophone, c'est la pire histoire. Mais ce qui t'aide, entre guillemets, c'est que t'es un pur anonyme, que tout le monde... J'ai fait des jokes là-bas... Pour ton ego, ne serait-ce que pour ça. Pur anonyme. J'ai fait des jokes là-bas que jamais je pourrais faire ici. OK. Jamais. J'ai essayé tout. Ouais. Mais il n'y a pas de conséquences. Non. Les gens, là, je vais les voir uniquement une fois. Oui. C'est fini. Je ne les ferai plus jamais de ma vie. J'ai fait des jokes épouvantables. Ouais, c'est très mais j'ai appris énormément, tu sais, à travers ça. Jambon. Oui, c'est très... Écoute, Simon, moi, j'ai su tout ce que je voulais savoir. Et plus. Non, c'est un régal, sérieux. Là. Super agréable, c'est malade. Écoute, as-tu un mot de la fin? Parce que moi, j'en ai un. Ah, vas-y donc. Tu sais que tout le monde qui vient ici reçoivent leur surnom quand ils ne l'ont pas déjà. Ah, oui, et le tien, j'ai trouvé en fin de semaine. Vas-y donc. Puis franchement, c'est peut-être un de mes gros coups de 2025. Le fecto sonne toujours 2 fois. Oh mon Dieu! C'est super adapté, c'est écœurant. C'est vrai que c'est adapté. Le fecto sonne 2 fois. Je le prends. Ah, bravo. C'est super bon. Ça fait que, y a-tu quelque chose que tu veux que les gens te rejoignent sur une plateforme? Ah, ben j'ai mon... écoute, si les gens me suivent sur Facebook, sur Instagram... sous ton nom? Simon Olivier Fecto. Sinon, j'ai un court-métrage qui va jouer au Festival du film de l'Outaouais. Mais peut-être, je sais pas si vous avez diffusé quand. Ça va être au mois de mai. Ça va être... OK. Fait que là, on est début avril, dans un mois à peu près. Sinon, je vais participer à une marche contre l'Alzheimer, mais je vais afficher les dates au mois de mai, d'ailleurs. OK. Ma mère souffre d'Alzheimer, puis c'est une cause qui... Mon père est mort de ça. Ah oui, hein? Oui. Ouais, on va s'en parler plus longuement. Ouais. Mais voilà, fait que c'est ça. Merci 1000 fois. Merci. Salut tout le monde, à la prochaine.